Un milliardaire trouve deux jumelles sans abri devant la tombe de son père. Elles le regardent et disent « Désolé, grand-père, nous sommes venus te voir. » L'homme sourit, confus. « Mais ce n'est pas votre grand-père. » Jusqu'aux paroles de la fillette. Le laissant sans voix. L'automne peignait les arbres de rouge et d'or lorsque Nathan Collins poussa la grille en fer du cimetière. Ses pas résonnaient sur le sentier de pierre tandis qu'il marchait parmi les tombes. Un bouquet de lys blanc fermement tenu à la main. Cela faisait exactement 1 an que William Collins, un magnate des affaires et son père, était décédé. Nathan ajusta son manteau sombre contre le vent glacial. À 35 ans, il dirigeait un empire financier et vivait seul dans un manoir et souriait rarement. C'était l'héritage parfait de William Collins. Sliding class. Alors qu'il tournait dans l'allée des pierres tombales les plus imposantes, Nathan s'arrêta brusquement. Quelqu'un se trouvait sur la tombe de son père. Pas des adultes, comme il s'y attendait, mais 2 petites filles. Elles lui tournaient le dos, penchées sur la pierre tombale en marbre noir. William Edward Collins brillait en lettres d'or. Nathan Franca, Les Sourcils. Les enfants n'étaient pas des visiteurs courants dans cette section exclusive du cimetière, surtout pas des enfants seuls. Et ces deux-là semblaient particulièrement déplacés, vêtus de vêtements simples et usés, les cheveux en désordre, sans aucun adulte aux alentours. Il s'approcha lentement, ne voulant pas les effrayer. La plus petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 4 ans, déposait une poignée de fleurs des champs écrasés à la base de la pierre tombale. L'aîné, peut-être 6 ans, tenait fermement la main de sa sœur. Nathan n'était qu'à quelques pas d'elle quand il entendit clairement la petite voix de la plus jeune fille. « Désolé, grand-père, nous sommes venus te voir. Il Southeast Fijiacer Place. » Grand-père, ses enfants appelaient son père leur grand-père. L'aîné s'agenouilla et lissa la terre fraîchement déposée devant la pierre tombale. « Maman n'a pas pu venir. Elle est malade. » Nathan fit quelques pas de plus, se rapprochant. Des feuilles sèches craquèrent sous ses chaussures, avertissant les filles de sa présence. Elles se retournèrent vivement, les yeux écarquillés comme 2 paires de phares. Ce que Nathan vit le fit presque reculer. La fillette aînée avait des yeux bleus saisissants. Exactement la même nuance de bleu qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Les yeux de Colin. « Bonjour », dit-il, essayant de garder sa voix stable malgré le tumulte qui se formait dans son esprit. « Vous visitez cette tombe ?» L'aîné hocha la tête sans lâcher la main de sa sœur. Toutes deux le regardaient avec un mélange de curiosité et de prudence. « Nous sommes venus voir grand-père, » dit l'aîné. Nathan sentit une étrange vague parcourir son corps. Il regarda la pierre tombale, puis les filles, un sourire confus se dessinant sur son visage. « Mais ce n'est pas votre grand-père, » dit-il en montrant la pierre tombale. « C'est William Collins. C'était mon père. » Les filles ignorant pas l'air surprises. En fait, la plus jeune esquissa un petit sourire, révélant des dents de lait. « Êtes-vous oncle Nathan ?» demanda l'aîné, ses yeux bleus étudiant son visage. Nathan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Uncle ?» Comment ses enfants connaissaient-ils son nom? « Comment savez-vous qui je suis ?» demanda-t-il, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « Maman a des photos de vous dans le journal, » répondit la fillette. Elle a dit que vous ressembliez à grand-père quand il était plus jeune. Le monde autour de Nathan se mit à tourner. Les pièces d'un puzzle dont il ne soupçonnait même pas l'existence commençaient à s'assembler. « Qui est votre mère ?» demanda-t-il, redoutant presque la réponse. « Emily Carter », répondit la fillette. « Elle est à l'hôpital. La dame du refuge nous a laissé venir parce que maman a toujours voulu, mais elle ne peut pas. » Les mots de la fillette lui coupèrent le souffle. Emily Carter. Un nom qui ne lui disait rien, mais qui semblait soudain tout signifier. Si William Collins était le grand-père de ses enfants et que Nathan n'avait pas de frères et sœurs, du moins aucun dont il connaissait l'existence. « Et vous, quels sont vos noms ?» demanda-t-il, la bouche sèche. « Je m'appelle Lily, » dit l'aîné, et elle, c'est Sophie. Nous sommes les petites filles de grand-père Collins. Nathan regarda la tombe de son père, puis les filles, et de nouveau la tombe. William Collins, l'homme qu'il pensait connaître, avait apparemment un autre enfant, un fils ou une fille. Et ses enfants seraient ses nièces. « Vous êtes dans un refuge ?» demanda-t-il, notant une fois de plus les vêtements usés et l'apparence négligée des filles. Lily hocha la tête. « C'est juste pour l'instant. Jusqu'à ce que maman aille mieux. » Nathan ne put rien dire de plus.
Un tourbillon de questions inondait son esprit. Qui était Emily Carter? Comment connaissait-elle son père? Pourquoi William n'avait-il jamais mentionné une autre famille? Et si ses filles étaient vraiment ses petites filles, cela signifiait que Nathan avait un frère ou une sœur qu'il n'avait jamais connue. En regardant ses deux petits enfants, apparemment négligés, Nathan sentit tout son monde trembler. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille était soudainement incomplet. Et le pire, le seul qui pouvait tout expliquer reposait maintenant silencieusement sous cette froide pierre de marbre. Nathan ne put dormir cette nuit-là. L'image des deux fillettes au cimetière ne quittait pas son esprit. Lily et Sophie, les petites filles de William Collins, ses supposées nièces. Assis dans son bureau, les lumières de Manhattan brillant à travers la fenêtre panoramique, il faisait tourner un verre de whisky entre ses doigts sans boire. Si ces filles étaient vraiment les filles d'une sœur dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, pourquoi son père n'avait-il jamais rien dit? William Collins n'était pas connu pour être sentimental, mais cachait une fille entière. Emily Carter, murmura-t-il pour lui-même. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa le nom dans un moteur de recherche. Des milliers de résultats apparurent, mais aucun ne semblait pertinent. Il ajouta « William Collins » à la recherche. Rien de significatif. Après quelques minutes à fixer l'écran, Nathan prit une décision. Il décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Frank, c'est Nathan Collins. J'ai besoin d'une faveur urgente. » Frank Dawson était le chef de la sécurité de Collins Enterprises, un ancien policier que William avait engagé des années auparavant. Si quelqu'un pouvait trouver des informations sur Emily Carter, c'était bien lui. « J'ai besoin que tu trouves tout sur une femme nommée Emily Carter. Elle a deux petites filles, Lily et Sophie. Il semble qu'elle soit dans un refuge en ville. E.T. Frank, sois discret. » Après avoir raccroché, Nathan garda son regard fixé sur la ville à travers la fenêtre. Pourquoi ces filles l'affectaient-elles autant? Peut-être parce que pour la première fois depuis des années, quelque chose avait percé la bulle de prévisibilité dans laquelle il vivait. Le téléphone portable sonna à 7 heures du matin. Frank avait fait son travail efficacement. M. Collins, j'ai trouvé votre Emily Carter. Elle a 28 ans, travaille comme infirmière à l'hôpital Merci. Elle est admise depuis 3 jours pour une pneumonie. Ses filles Lily, 6 ans, et Sophie, 4 ans, sont temporairement au refuge Hope à Brooklyn. Êtes-vous sûr que c'est la bonne personne? Demanda Nathan. Déjà entrained as Habler. Positive. J'ai trouvé son acte de naissance. Mère, Margaret Carter. Décédée. Il y a 5 ans. Père non déclaré. Nathan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Envoyez-moi tous les détails et l'adresse du refuge. 30 minutes plus tard, Nathan conduisait sa propre voiture sur le pont de Brooklyn, ce qu'il faisait rarement. Il préférait généralement utiliser ses chauffeurs, mais aujourd'hui, il avait besoin d'intimité. Il suivit les instructions du GPS jusqu'à un quartier de vieux bâtiments et de trottoirs fissurés. Le refuge Hope se trouvait dans un bâtiment en briques rouges qui avait connu des jours meilleurs. Nathan se gara et prit une profonde inspiration avant de sortir. Que dirait-il? Comment? Expliquerait-il sa présence? Plus important encore, que ferait-il s'il découvrait que les filles étaient vraiment ses nièces? À la réception, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants leva les yeux d'une pile de papier. « Puis-je vous aider? »« Bonjour. m'appelle Nathan Collins. Je cherche des informations sur Lily et Sophie Carter. » L'expression de la femme changea instantanément. « M. Collins. Les filles ont mentionné avoir rencontré quelqu'un au cimetière hier, mais... » Elle le toisa de la tête aux pieds. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait vous. » Le Nathan Collins. « Oui, eh bien, elle visitait la tombe de mon père, expliqua-t-il. Mal à l'aise d'être reconnu, il ajouta, elle semblait penser qu'il était leur grand-père. » La femme hésita. « Je suis Martha Wilson, la directrice du refuge. Pourquoi ne viendriez-vous pas dans mon bureau pour que nous puissions parler? » Dans le petit bureau aux dossiers empilés et à la plante fanée sur le rebord de la fenêtre, Martha lui indiqua une chaise. Les filles sont arrivées il y a 3 jours, lorsque leur mère a été hospitalisée. Emily est seule, sans famille proche. Les petites n'avaient nulle part où aller. « Et leur père? » demanda Nathan. Martha secoua la tête. « Il n'y a pas de père dans le tableau. D'après ce que j'ai compris, Emily a élevé les filles seules depuis leur naissance. » Nathan hésita avant sa question suivante. « Madame Wilson, les filles ont dit que mon père, William Collins,
était leur grand-père. Cela signifierait-il qu'Emily serait votre sœur? Conclut Martha en haussant les sourcils. Je ne connais pas tous les détails, Monsieur Collins. Mais Emily a mentionné une fois que sa mère avait eu une relation avec un homme puissant qui n'a jamais reconnu la paternité. Un nœud se forma dans la gorge de Nathan. J'aimerais les voir, les filles. Et j'aimerais aussi des informations sur la façon de trouver Emily à l'hôpital. Martha l'étudia un instant. Les filles sont dans la salle de jeu. Je peux vous y emmener. Quant à Emily, elle est à l'hôpital Merci, chambre 412. Mais Collins, ces enfants ont déjà traversé tellement de choses. Si vous n'avez pas l'intention de vous impliquer réellement, il vaut peut-être mieux ne pas leur donner de faux espoirs. Ces paroles frappèrent Nathan comme une gifle. Je comprends votre inquiétude, mais j'ai besoin de découvrir la vérité. Dans la salle de jeu, une dizaine d'enfants jouaient sous la surveillance d'une jeune femme. Nathan reconnut immédiatement Lily et Sophie assises à une petite table en train de dessiner. Quand elles le virent, leurs deux paires d'yeux s'écarquillèrent. Sophie courut vers lui, surprenant Nathan. « Oncle Nathan, tu es venu nous voir. » La spontanéité de la fillette le prit au dépourvu. Lily s'approcha plus prudemment. « Es-tu venu nous emmener voir maman ?» demanda-t-elle, l'espoir brillant dans ses yeux bleus. Des yeux si semblables aux siens. « Je suis venu voir comment vous allez, » dit Nathan en s'accroupissant à leur niveau. « Et oui, je veux aussi savoir comment va votre mère. » Après 20 minutes à parler avec les filles, Nathan quitta le refuge avec l'adresse de l'hôpital et un étrange sentiment dans la poitrine. Les filles étaient intelligentes et douces, malgré leurs circonstances. Et la ressemblance physique, surtout avec Lily, était impossible à ignorer. L'hôpital Merci était une structure grise et impersonnelle. Nathan passa à la réception, expliqua qu'il venait voir et monta au 4e étage. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'arrêtait devant la chambre 412. Que dirait-il à cette femme qui pourrait être sa sœur? Il frappa légèrement et entra. La chambre était simple, avec 2 lits séparés par un rideau. Dans le lit près de la fenêtre, une jeune femme était assise, feuilletant un magazine. Quand elle le vit, ses yeux, du même bleu que ceux de Lily, s'écarquillèrent de choc. « Bonjour, » dit Nathan en s'arrêtant à l'entrée. « Êtes-vous Emily Carter ?» Elle ferma lentement le magazine, sans le quitter des yeux. « Oui, et vous devez être Nathan Collins. » Il y avait une tension dans sa voix qui le surprit. Ce n'était pas de la peur, mais autre chose, un mélange de ressentiment et de prudence. « Vos filles m'ont rencontré hier au cimetière, » expliqua-t-il en se rapprochant du lit. Elles visitaient la tombe de mon père. Emily laissa échapper un bref soupir. Elle n'aurait pas dû y aller seule. Martha avait promis de les garder au refuge. « Elles vont bien ?» l'assura Nathan. « Je viens de les voir. » Un silence tendu emplit la pièce. Nathan rassembla son courage pour poser la question qui lui tournait dans la tête. « Emily, vos filles appelaient mon père leur grand-père. Elles ont dit que vous aviez des photos de moi. Pourquoi ?» Emily le fixa un long moment avant de répondre. Son visage était pâle, avec des cernes sous les yeux, mais il y avait une fermeté dans son expression. « Parce que William Collins était aussi mon père. Ce qui fait de vous mon demi-frère. » Même s'il s'en doutait déjà, l'entendre confirmer fit s'appuyer Nathan contre le mur pour se soutenir. « Comment? Quand? » Ma mère, Margaret, travaillait comme assistante de direction chez Collins Enterprises en 1995. Expliqua Emily, sa voix maintenant plate, comme si elle racontait une histoire qu'elle avait répétée de nombreuses fois. Elle avait 24 ans. Votre père en avait 50 et était déjà marié à votre mère. Ils ont eu une liaison pendant près d'1 an. Nathan firma, laisse you un instant. La chronologie correspondait. Il n'avait que 5 ans en 1995. Quand ma mère est tombée enceinte, poursuivit Emily, votre père a nié que le bébé était le sien. Il lui a offert de l'argent pour qu'elle s'occupe du problème. Quand elle a refusé, il l'a licenciée et a payé une somme pour qu'elle disparaisse. Il lui a fait signer des documents promettant de ne jamais le contacter, ni de faire de demande de paternité. Nathan sent son estimate S.E. Newer. Cela ressemblait exactement à quelque chose que William Collins ferait. Comment avez-vous su qu'il était votre père alors? Ma mère ne me l'a jamais caché. Elle gardait des coupures de journaux et des photos de lui à des événements. Elle m'a toujours dit qui était mon père, même s'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Emily esquissa un trait sourire. Elle n'était pas amère, vous savez. Elle disait que malgré tout, il lui avait donné moi et que c'était ce qui comptait.
Nathan tira une chaise et s'assit. Pourquoi ne l'avez-vous jamais cherché? Ou moi? Émilie laissa échapper un rire sec. Pour dire quoi? Salut, je suis ta fille illégitime, celle que tu as payée pour la cacher. De plus, il a fait promettre à ma mère et elle a tenu parole. Après sa mort, j'ai pensé essayer. Mais ensuite j'ai découvert que j'étais enceinte de Lily. Les priorités changent. Et le père des filles? Le visage d'Émilie se durcit. Il n'est pas dans le tableau. Jamais. Nathan absorba tout en silence. Son père, le grand William Collins, avait caché une fille pendant des décennies. Payé pour le silence d'une femme puis l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte. Quand j'ai appris que William était mort, poursuivit Émilie, j'ai envisagé d'aller aux funérailles. Mais ça ne semblait pas juste. Il ne m'a jamais voulu de son vivant. Pourquoi me voudrait-il dans la mort? Mais j'ai promis aux filles qu'un jour je les emmènerais voir la tombe de leur grand-père. Je n'aurais juste jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Nathan regarda cette femme qu'il venait de rencontrer. Elle portait le même sang que lui. Une demi-sœur. Son père avait délibérément caché. Émilie, je n'avais aucune idée. Sikhotabaiso, qu'auriez-vous fait? Demanda-t-elle, son ton maintenant provocateur. M'auriez-vous cherché? J'en doute fort. Vous, les Collins, vous êtes tous pareils. Vous ne vous souciez que de l'Empire. Des apparences. Ce n'est pas juste, protesta Nathan. Je ne savais pas pour vous jusqu'à hier. Et maintenant que vous savez, que voulez-vous? Émilie s'ajusta sur le lit, le regardant avec méfiance. Pourquoi êtes-vous ici, Nathan? Culpabilité? Curiosité? Ou craignez-vous que j'aille à la presse? Avec l'histoire sordide du grand William Collins. Je veux aider, répondit-il, surpris de sa propre sincérité. Vos filles, mes nièces sont dans un refuge. Vous êtes malade. Nous sommes de la famille. Émilie secoua lentement la tête. Non, Nathan. Vous partagez le même sang que moi, mais cela ne fait pas de nous une famille. La famille, ce sont les gens qui sont là les uns pour les autres, qui se soutiennent. Je n'ai pas besoin de votre charité tardive. Ce n'est pas de la charité, insista-t-il. C'est le moins que je puisse faire. Pourquoi? Pour soulager votre conscience. Ou pour nettoyer la mémoire de votre père. L'amertume dans ses paroles piqua. Nathan se leva, choqué par l'hostilité défensive d'Émilie. Il avait imaginé de nombreuses réactions, mais pas cette résistance véhémente. Écoutez, je sais que nous ne nous connaissons pas, et je comprends votre méfiance. Mais vos filles sont mes nièces. Vous êtes ma sœur. Et je viens de découvrir que mon père m'a caché toute une partie de ma famille toute ma vie. J'essaie de gérer ça autant que vous. Le regard d'Émilie s'adoucit légèrement. Pendant un instant, Nathan vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Je n'ai pas besoin que vous nous sauviez, Nathan. Nous nous en sommes bien sortis jusqu'à présent. Dans un refuge, avec vous à l'hôpital, Nathan regretta les mots dès qu'ils sortirent. Le visage d'Émilie se durcit à nouveau. Ne me jugez pas. J'ai toujours fait de mon mieux. Une mauvaise passe ne définit pas qui je suis ni comment j'élève mes filles. Nathan prit une profonde inspiration. Je suis désolé. Je ne voulais pas juger. Laissez-moi simplement aider Émilie. S'il vous plaît, nous pouvons y aller doucement. Vous devez vous rétablir et les filles ont besoin d'un endroit meilleur qu'un refuge temporaire. Émilie l'étudia un long moment. Pourquoi vous souciez-vous autant? Vous venez de nous rencontrer. Parce que... Nathan hésita, cherchant les mots justes. Parce que vous êtes la seule famille qui me reste. Et peut-être qu'il est temps de réparer les erreurs de mon père, même s'il n'est plus là pour le faire lui-même. Un lourd silence emplit la pièce. Finalement, Émilie parla, sa voix plus calme. Mettons une chose au clair, Nathan. Accepter votre aide ne signifie pas que je vous fais confiance. Et ça ne veut pas dire que vous avez soudain le droit de prendre des décisions sur nos vies. Si jamais je décide de l'accepter. Nathan hocha lentement la tête. Je comprends. C'est votre choix. Mais je veux que vous. Non, je suis là maintenant. Et je ne disparaîtrai pas. Émilie ne répondit pas, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas de l'acceptation, pas encore. Mais peut-être que c'était le premier pas vers quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait définir. Nathan faisait tourner un stylo entre ses doigts alors qu'il fixait l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Émilie à l'hôpital, et il ne pouvait s'empêcher de penser à elle et aux filles. L'idée qu'il avait une famille dont il ignorait l'existence le hantait comme une ombre. L'interphone de son bureau sonna,
interrompant ses pensées. Monsieur Collins, Monsieur Davison du conseil d'administration est ici pour la réunion de 10 heures. Faites-le entrer, Claire. Nathan répondit en redressant sa cravate et en essayant de chasser Emily de son esprit. Robert Davison, directeur juridique de Collins Enterprises depuis plus de 20 ans, entra dans le bureau avec sa posture rigide habituelle. La soixantaine, il était l'un des rares cadres à avoir travaillé directement avec William Collins et à être resté après sa mort. Nathan, salua-t-il d'un signe de tête formel. J'ai reçu votre email concernant les contrats en Asie, mais j'avoue être plus curieux de l'autre sujet que vous avez mentionné. Nathan lui fit signe de s'asseoir. Merci d'être venu, Robert. Oui, j'ai une question délicate à discuter. Davidson posa sa mallette sur la table. Est-ce que cela a à voir avec le fait que vous enquêtez sur une femme nommée Emily Carter? Nathan S.E. Figia. Comment savez-vous ça? Frank Dawson, M.A. Parle here. Il craignait que vous ne soyez victime d'une escroquerie. Davidson S.E. Pincha, innovant. Nathan, qui est cette femme? Pendant un instant, Nathan envisagea de mentir, mais quelque chose en lui refusa. C'est la fille de mon père, ma demi-sœur. Le visage de Davison pâlit visiblement. C'est impossible. Ça ne l'est pas. William a eu une liaison avec sa mère en 1995. Il a payé pour qu'elle disparaisse quand elle est tombée enceinte. Nathan observa attentivement la réaction de l'avocat. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas, Robert? Davison ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. Votre père m'a consulté au sujet de certains accords de confidentialité à l'époque, mais il n'a jamais confirmé qu'il avait une fille. Eh bien, il en avait une. Et maintenant elle a 2 filles, mes nièces. Nathan se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elles vivent dans un refuge, Robert. Émilie est malade, sans le sou. Pendant que je vis dans ce... Il fit un geste autour du bureau luxueux. Palais d'entreprise? La voix de Nathan Davison prit un ton prudent. Je comprends votre choc, mais vous devez considérer les implications. Si cette femme est vraiment la fille de William, elle pourrait avoir droit à une part importante de l'héritage. Les actionnaires seraient furieux, sans parler du scandale pour l'image de l'entreprise. J'en suis conscient, répondit Nathan, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. De plus, poursuivit Davison, comment pouvez-vous être sûr qu'elle est bien celle qu'elle prétend être? Avez-vous envisagé un test ADN? Il y a beaucoup d'opportunistes. Nathan se tourna pour lui faire face. Avez-vous vu ses filles? Surtout Lily, l'aînée. Elle a les mêmes yeux que moi, que mon père. Les coïncidences arrivent, argumenta Davison. Nathan, vous avez été élevé pour diriger cette entreprise. Vous êtes le seul héritier légitime de William. Ne jetez pas tout ça par-dessus bord à cause d'une possible erreur, ou pire, d'une fraude élaborée. Ces paroles frappèrent Nathan comme un coup de poing. C'était exactement le genre de choses que son père aurait dites. Protéger l'Empire avant tout. L'image publique avant la vérité. Je vais l'aider, déclara Nathan, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. D'une manière ou d'une autre. Davidson soupira. Si vous êtes déterminé, soyez au moins prudent. Je suggère un accord de confidentialité avant toute aide financière et certainement un test ADN. Après le départ de Davison, Nathan resta près de la fenêtre, observant l'agitation de Manhattan en contrebas. Des gens pressés, chacun avec sa propre histoire, ses propres secrets de famille. Combien d'autres William Collins y avait-il? Des hommes puissants niant leurs responsabilités, cachant des pans entiers de leur vie. Son téléphone vibra. Un message de El Hospital. Emily sortirait cet après-midi-là. Sans une seconde de réflexion, Nathan attrapa son manteau et les clés de sa voiture. Le refuge de l'espoir paraissait encore plus déprimant sous la faible lumière de fin d'après-midi. Nathan se gara devant le bâtiment en briques et prit une profonde inspiration avant de sortir. Il avait passé toute la journée à réfléchir à ce qu'il dirait à Emily. Comment il pourrait la persuader d'accepter son aide? Martha Wilson le salua avec un sourire fatigué. « Monsieur Collins, quelle surprise! Emily vient de rentrer de l'hôpital. Elle est dans la chambre 14 avec les filles. Comment va-t-elle? Demanda Nathan. Mieux, mais épuisée. Elle a insisté pour quitter l'hôpital aujourd'hui, même si les médecins recommandaient plus de temps. Elle est têtue, inquiète pour les factures, pour les filles. Nathan hocha la tête, ressentant un mélange d'admiration et de frustration. Puis-je la voir? Martha le conduisit à travers les couloirs étroits jusqu'à une porte au bout du couloir.
Elle frappa légèrement et l'ouvrit. « Émilie, tu as de la visite. » La chambre était petite avec 2 lits simples et un lit superposé. Lily et Sophie étaient assises par terre, jouant avec des poupées usées, tandis qu'Émilie rangeait quelques vêtements dans une commode. Quand elle vit Nathan, son visage montra de la surprise, puis de la suspicion. « Les filles, dit Martha. Pourquoi ne m'aideriez-vous pas à préparer des collations pour tout le monde? » Sophie sauta sur ses pieds, excitée, mais Lily regarda sa mère, hésitante. « C'est bon, ma chérie, » assura Émilie. « Va avec Madame Wilson. » Après le départ des enfants, un lourd silence emplit la pièce. Émilie s'assit sur le bord du lit, visiblement fatiguée. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt, » dit-elle. « J'ai entendu dire que vous étiez sorti de l'hôpital aujourd'hui. » Répondit Nathan, debout près de la porte. « Comment vous sentez-vous? » « Mieux, je ne peux pas me permettre de rester malade longtemps. » Elle fit un geste autour de la pièce. « Comme vous pouvez le voir, notre plan B n'est pas exactement un 5 étoiles. » Nathan inspecta l'espace exigu, les murs qui s'écaillaient, la fenêtre qui fermait à peine. La culpabilité le submergea à nouveau. « Émilie, je veux aider. Je peux vous trouver un appartement, payer vos factures médicales, m'assurer que les filles ont tout ce dont elles ont besoin. » Émilie croisa les bras. « Et en retour ?» Oh, la question le prit au dépourvu. « En retour, je ne veux rien. Nous sommes de la famille. » « Famille. » Elle répéta avec un triste sourire. « Vous me connaissez depuis moins d'une semaine, Nathan. Nous ne sommes pas une famille juste parce que nous partageons la moitié de notre ADN. Alors laissez-moi apprendre à vous connaître, » insista-t-il. « Laissez-moi faire partie de la vie des filles. Ce sont mes nièces. » Émilie étudia son visage pendant un long moment. « Pourquoi est-ce si important pour vous? Est-ce la culpabilité? Ou juste un projet caritatif pour vous sentir mieux d'être le fils unique du grand William Collins? » Ces paroles firent mal. Mais Nathan reconnut l'autodéfense derrière elle. « Ce n'est pas ça du tout. C'est peut-être égoïste en fait. J'ai passé toute ma vie seule, Émilie. Ma mère est partie quand j'avais 10 ans. Mon père était... Eh bien, vous savez comment il était. J'ai grandi entouré de gens qui voulaient des choses de moi, pas avec moi. » Quelque chose dans l'expression d'Émilie s'adoucit. « Et vous pensez que l'argent va tout arranger? Guérir les blessures que ma mère a portées pendant des années? Donner à mes filles un grand-père qui n'a jamais voulu les connaître? Non, admit Nathan. Je sais que ma fortune ne peut pas effacer ce que mon père a fait, ni défaire la souffrance que vous avez endurée. Mais ça peut vous donner un meilleur avenir. » Émilie baissa les yeux sur ses mains, sa détermination toujours visible sur son visage fatigué. « Je peux m'occuper de mes filles toute seule. Je l'ai toujours fait. »« Je n'en doute pas, » répondit Nathan. « Mais personne ne devrait avoir à tout faire seul. Ni vous, ni moi. » Un silence tomba entre eux, moins tendu qu'auparavant. Nathan réalisa qu'il ne pouvait pas forcer Émilie à accepter son aide. Elle avait passé toute sa vie à être forte, à survivre sans le nom des Collins. Sa résistance n'était pas de la simple obstination. C'était de l'autopréservation. « Pensez grec, » dit-il finalement. « Pas pour vous, mais pour Lily et Sophie. Elles méritent mieux que cet endroit, plus que de s'inquiéter des factures médicales et du loyer. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, sa voix était plus calme. « J'y réfléchirai, mais je ne promets rien. » Pour Nathan, c'était suffisant. Pour l'instant, il posa une carte de visite sur la commode. « Mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous aurez décidé, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. » En quittant le refuge, Nathan ressentit un étrange mélange d'émotions. Une partie de lui craignait qu'Émilie n'appelle jamais, qu'elle rejette son aide catégoriquement. Une autre partie craignait le contraire, qu'elle accepte et qu'il ne sache pas comment être le frère dont elle avait besoin. Alors qu'il retournait à Manhattan, les gratte-ciels s'élevant à l'horizon comme des sentinelles de son privilège, Nathan savait que peu importe ce qu'Émilie déciderait, sa vie ne serait plus jamais la même. Les secrets de William Collins avaient tout changé. Et maintenant, il devait décider quel genre d'homme il serait. Une copie de son père. Ou quelqu'un de complètement différent. Nathan ne pouvait pas dormir. Pour la 3e nuit consécutive, il se retrouva sur la terrasse de son appartement, contemplant la ville illuminée en contrebas. Sa rencontre avec Émilie à l'hôpital l'avait secoué plus qu'il ne s'y attendait. Une sœur, des nièces, une famille dont il ignorait l'existence. Il but une gorgée de son whisky, laissant le liquide ambré lui brûler la gorge. Une partie de lui voulait aider Émilie et les filles immédiatement, les sortir du refuge,
leur offrir une maison confortable, payer les factures médicales, s'assurer que les filles recevaient une bonne éducation. Après tout, il avait assez d'argent pour plusieurs vies. Mais une autre partie hésitait. Et s'il agissait trop vite? Et si Émilie ne voulait vraiment pas de son aide? Et s'il s'impliquait trop et finissait déçu? Ou pire, et s'il décevait les filles? Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Frank Dawson. « Monsieur Collins, j'ai les informations que vous avez demandées sur le refuge Hope. » La voix grave de Frank semblait fatiguée, même au téléphone. C'est un endroit décent, principalement financé par des dons privés. Ils accueillent des familles en crise temporaire pour un maximum de 3 semaines. 3 semaines. Nathan fronça les sourcils. Et après? Ensuite, les familles doivent trouver un autre endroit. Emily Carter et les filles sont là depuis 5 jours. Elle a été à l'hôpital pendant 3 de ces jours. Nathan le remercia et raccrocha. 3 semaines, ce n'était pas beaucoup de temps. Emily serait faible après sa pneumonie, probablement incapable de travailler pendant un certain temps. Oui, réel ensuite. Il regarda de nouveau la ville, pensant au regard défensif d'Emily. Elle ne voulait pas de sa charité. Elle l'avait clairement fait savoir. Mais s'il y avait un autre moyen? Un moyen qui respectait sa fierté, mais qui offrait quand même une aide réelle? Le lendemain matin, Nathan se rendit au refuge Hope. Martha Wilson le salua avec un sourire fatigué, mais sincère. « Monsieur Collins, quelle agréable surprise. Vous venez voir les filles? En fait, j'aimerais vous parler d'abord, répondit-il en la suivant dans son petit bureau. Je veux aider, mais d'une manière qu'Emily puisse accepter. Martha lui indiqua une chaise. C'est une femme fière, et elle a de bonnes raisons de se méfier de la famille Collins. J.E. Sayers, admit Nathan. C'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils. De quoi le refuge a-t-il le plus besoin en ce moment? Et de quoi Emily et les filles auront-elles besoin quand elles partiront? Les yeux de Martha s'illuminèrent. Eh bien, pour ce qui est du refuge, nous avons toujours besoin de fournitures de base, de nourriture non périssable, de produits d'hygiène, de literie. Notre système de chauffage ne fonctionne également qu'à moitié de sa capacité. Au cours de l'heure suivante, Nathan écouta attentivement les besoins du refuge et les préoccupations spécifiques concernant la situation d'Emily. Martha expliqua qu'Emily aurait besoin de temps pour se remettre complètement de sa pneumonie, que les filles avaient besoin de stabilité et que trouver un nouvel appartement abordable serait le plus grand défi immédiat. « A-t-elle des économies » demanda Nathan. Martha soupira. « Presque rien. Les infirmières ne gagnent pas beaucoup, et en tant que mère célibataire de 2 enfants. » Elle laissa la phrase en suspens. Quand Nathan quitta le bureau de Martha, il avait un plan. Ce ne serait pas facile, et Emily résisterait probablement encore, mais c'était un début. Son premier pas fut discret, un don substantiel au refuge Hope, spécifiquement destiné aux améliorations des installations et aux fournitures. Lorsque Martha essaya de le remercier abondamment, il lui demanda de ne pas mentionner le montant du don à personne, surtout pas à Emily. Le deuxième pas était plus difficile. Nathan se rendit à l'hôpital où travaillait Emily et rencontra la directrice des soins infirmiers, expliquant partiellement la situation, qu'Emily était sa sœur nouvellement découverte, qu'elle traversait des difficultés et qu'il voulait l'aider sans saper son indépendance. « C'est une excellente infirmière, » déclara la superviseure, « mais notre service fait face à des coupes budgétaires. Nous ne pouvons pas offrir de congé de maladie payé de plus de 2 semaines. » Après une longue conversation, ils parvinrent à un accord. L'hôpital trouverait des fonds pour prolonger le congé de maladie payé d'Emily d'1 mois, lui permettant de se rétablir complètement. Nathan, bien sûr, serait la véritable source de ces fonds, mais Emily n'avait pas besoin de le savoir. 3 jours plus tard, Nathan rendit enfin visite à Lily et Sophie au refuge. Les filles l'accueillirent avec enthousiasme, surtout Sophie, qui se jeta dans ses bras comme si elle le connaissait depuis des années, pas des semaines. « Tu as apporté des cadeaux ?» annonça-t-elle en montrant un petit sac à dos rose près du lit. Sophie la réprimanda doucement Lily. « On ne demande pas de cadeaux comme ça. » Nathan rit. « Je n'ai pas apporté de cadeaux aujourd'hui. Mais que diriez-vous de ça? Après avoir rendu visite à votre mère à l'hôpital, on peut s'arrêter pour une glace. » Les yeux des filles s'illuminèrent, et même Lily ne put cacher son sourire. À l'hôpital, ils trouvèrent Emily assise dans son lit, feuilletant un magazine. Elle avait l'air moins pâle que lors de sa dernière visite, mais toujours visiblement faible. Son expression en voyant Nathan était un mélange de surprise et de suspicion. « Je pensais que vous aviez abandonné, » dit-elle,
après que les filles soient parties avec une infirmière pour prendre un jus. « Pourquoi penseriez-vous ça ?» demanda Nathan, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Ça fait presque une semaine. Je me suis dit que vous aviez peut-être réalisé que nous sommes trop compliqués pour votre style de vie. » Nathan sourit légèrement. « Supposez-vous toujours le pire des gens. »« Pas des gens. Des Collins, répondit-elle. Elle étudia son visage. « Alors pourquoi êtes-vous ici, Nathan? Vraiment? »« Parce que je veux connaître ma sœur, répondit-il simplement, et parce que je veux que mes nièces sachent qu'elles ont un oncle qui se soucie d'elles. » Émilie détourna le regard, signe que ses paroles l'avaient touchée. « Et combien de temps cet intérêt durera-t-il? Un mois? Un an? Jusqu'à ce que quelque chose de plus important arrive? Je ne peux pas prédire l'avenir, Émilie. Tout ce que je peux promettre, c'est que je suis là maintenant, et que je veux être là demain aussi. » Quand les filles revinrent, la conversation passa à des sujets plus légers. Nathan resta près de 2 heures, écoutant Sophie décrire un dessin qu'elle avait fait au refuge, et Lily expliquant avec des détails surprenants le livre qu'elle lisait. Il observa comment Émilie interagissait avec ses filles, patiente, aimante, ferme quand il le fallait, et ressentit une admiration croissante pour cette femme qui, malgré toutes les difficultés, avait élevé 2 enfants si spéciaux. Comme promis, il emmena les filles manger une glace après. Tandis qu'il les regardait choisir leur saveur avec une excitation enfantine, il ressentit un étrange sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Au cours des 2 semaines suivantes, Nathan établit une routine. Il rendait visite aux filles au refuge presque tous les jours, apportant souvent de petits cadeaux, rien d'ostentatoire, juste des livres, des fournitures d'art pour Lily, un petit ours en peluche pour Sophie. Il les emmenait rendre visite à Émilie à l'hôpital, et occasionnellement pour de brèves sorties, au parc, au zoo, une fois au cinéma. Martha le regardait avec un sourire entendu. « Elle s'attache à vous. » remarqua-t-elle un après-midi, tandis que les filles jouaient dans la petite cour du refuge. « Je m'attache à elles aussi, » admit Nathan, se surprenant de l'honnêteté de cette déclaration. « Et Émilie, commence-t-elle à vous faire confiance? » Nathan soupira. « C'est compliqué. Parfois, il semble que oui, d'autres fois, j'ai l'impression qu'elle tolère juste ma présence pour le bien des filles. »« Donnez-lui du temps, » conseilla Martha. « Émilie porte de profondes blessures. » Quand Émilie fut enfin libérée de l'hôpital, Nathan était là pour la chercher. Elle sembla surprise de le voir, mais ne protesta pas quand il prit son petit sac. « Les filles sont excitées de te voir, » dit-il alors qu'il marchait dans le couloir. « Lily a décoré ton côté de la chambre au refuge avec des dessins pour que tu te sentes la bienvenue. » Une ombre passa sur le visage d'Émilie. « Je déteste qu'elle soit coincée dans cet endroit. C'est temporaire. » lui rappela doucement Nathan. « Et après, je n'ai pas l'argent pour un dépôt de garantie pour un nouvel appartement. J'ai à peine assez pour le loyer. » Nathan hésita. C'était le moment qu'il attendait, mais il devait être prudent. « À ce sujet, commença-t-il prudemment. Peut-être pourrions-nous en parler quand nous serons de retour au refuge. » Émilie lui lança un regard méfiant, mais hocha la tête. Au refuge, après une réunion émouvante avec ses filles, Émilie s'assit enfin avec Nathan dans un coin tranquille de la salle commune. « Alors, de quoi vouliez-vous parler ?» demanda-t-elle directement. Nathan prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé quelques appartements à louer qui pourraient vous intéresser. Des quartiers sur près d'écoles décentes, à des prix raisonnables. » Émilie haussa un sourcil. « Et comment exactement est-ce que je paie le dépôt de garantie, ou le loyer, sachant que je serai toujours en congé de maladie pendant un certain temps? » En ce qui concerne le dépôt de garantie, Nathan choisit ses mots avec soin. « J'aimerais aider. Comme une avance, pas un cadeau. Vous pouvez me rembourser quand vous le pourrez. Ça. » N'est-ce précipitation? « Et pourquoi feriez-vous ça? »« Parce que nous sommes de la famille, » dit-il simplement. « Et les familles s'entraident. » Émilie l'étudia longuement, comme pour essayer de déchiffrer ses véritables intentions. « Et si je n'arrive jamais à vous rembourser? »« Alors ne le faites pas, ce n'est pas le but. » À sa grande surprise, Émilie ne rejeta pas l'idée d'emblée. « J'y réfléchirai, » dit-elle enfin. C'était plus que ce que Nathan attendait. Un petit pas, mais significatif. Dans les jours qui suivirent, Émilie commença lentement à se faire à l'idée d'accepter l'aide de Nathan. Ensemble, ils visitèrent certains des appartements qu'il avait trouvés. C'étaient des endroits modestes, rien de luxueux, mais propres, seraient certainement meilleurs que le refuge. Émilie choisit le plus simple, le plus abordable, un appartement de 2 chambres dans un immeuble plus ancien mais bien entretenu,
avec un petit espace vert où les filles pourraient jouer. Quand Nathan remit le chèque pour le dépôt de garantie et le premier mois de loyer, Émilie sembla se débattre intérieurement. « Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, » dit-elle en acceptant finalement l'enveloppe. « Je le rembourserai. »« Je sais, » répondit Nathan, résistant à l'envie de dire que ce n'était pas nécessaire. Pendant le déménagement, qui consistait principalement à prendre les quelques sacs et boîtes qu'il possédait, Nathan réalisa à quel point ils avaient peu de choses. L'appartement, bien que petit, semblait vide. « Nous avons besoin de meubles, commenta-t-il, tandis qu'Émilie rangeait quelques vêtements dans un placard intégré. « Je les achèterai pièce par pièce, » répondit-elle. « Les lits sont le plus important pour l'instant. Tout le reste peut attendre. » Nathan voulait argumenter, proposer de meubler tout l'appartement, mais il savait que ce serait trop. À la place, il suggéra « Et si j'apportais quelques articles de base? Une table, des chaises, peut-être un canapé. J'ai des meubles supplémentaires en entrepôt. » Ce n'était pas tout à fait vrai, bien sûr, mais cela sonnait mieux que de proposer d'acheter tout neuf. Émilie hésita, mais l'idée de ses filles assises par terre pour manger la fit céder. « Just less basis, s'alignait-il. » Le lendemain, Nathan arriva avec un camion de livraison transportant des meubles d'occasion, récemment achetés mais intentionnellement faits pour paraître de seconde main. Une simple table à manger avec 4 chaises, un canapé confortable, une commode pour la chambre des filles et quelques lampes. Émilie observa la livraison avec une expression difficile à lire. « Ils ont l'air assez neufs pour des extras, » commenta-t-elle après le départ des déménageurs. Nathan haussa les épaules, essayant de paraître décontracté. « Ils sont en entrepôt depuis un certain temps. » Émilie ne le crut manifestement pas, mais à la surprise de Nathan, elle n'argumenta pas. Au lieu de cela, elle dit simplement « Merci ». C'était la première fois qu'elle le remerciait sans réserve, et Nathan eut l'impression d'avoir gagné une petite bataille. Dans les semaines qui suivirent, Nathan continua ses visites régulières, maintenant à l'appartement au lieu du refuge. Il apportait de petits cadeaux pour les filles, et parfois quelque chose de pratique pour la maison. Des serviettes, des ustensiles de cuisine, une nouvelle cafetière, quand il remarqua que celle d'Émilie était sur le point de rendre l'âme. Chaque cadeau était choisi avec soin pour ne pas ressembler à une démonstration ostentatoire ou à de la charité, mais à un véritable geste d'attention. Progressivement, Émilie cessa de protester contre chaque nouvelle offre. Un soir, après que les filles se soient endormies, Émilie servit à Nathan une tasse de café dans la petite cuisine. « Pourquoi revenez-vous sans cesse » demanda-t-elle brusquement. La question surprit Nathan. « Que voulez-vous dire ? Vous avez déjà fait plus qu'assez pour apaiser toute culpabilité que vous ressentez à propos de ce que votre père a fait. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça. » « Je ne suis pas ici à cause de la culpabilité, Émilie, » répondit-il en la regardant dans les yeux. « Je suis ici parce que vous comptez pour moi. Nous sommes des étrangers. Vous nous connaissez depuis moins de 2 mois. » Nathan but une gorgée de son café, réfléchissant à la façon d'expliquer. « Vous savez, j'ai grandi dans une immense maison avec tout ce que l'argent pouvait acheter, mais je ne me suis jamais senti à ma place nulle part. Mon père travaillait toujours. Ma mère est partie quand j'étais jeune. J'étais juste seul. » Émilie l'observa attentivement. Son hostilité habituelle momentanément mise de côté. « Quand je suis avec les filles, quand nous sommes tous ici ensemble, même avec toute la tension entre nous, » poursuivit-il. « C'est la première fois depuis longtemps que je ne me sens pas seul. » La sincérité des paroles de Nathan sembla surprendre Émilie. Elle détourna le regard, sa propre tasse de café serrée dans ses mains. « Elle vous aime beaucoup, » admit-elle finalement. Surtout Sophie. Elle n'a jamais eu de figure masculine stable dans sa vie. Est-ce que ça vous dérange? Émilie réfléchit à la question. Ça me fait peur, avoua-t-elle. Et si vous vous lassiez de tout ça? Si vous décidiez que vous avez des choses plus importantes à faire, elle serait dévastée. Je ne disparaîtrai pas, Émilie. C'est ce que tout le monde dit jusqu'à ce que ça arrive, soupira-t-elle. Leur père a promis la même chose. C'était la première fois qu'elle mentionnait le père des filles avec autant de détails. Nathan sentit qu'il marchait sur un terrain sensible. « Que s'est-il passé avec lui » demanda-t-il doucement. Émilie haussa les épaules. L'histoire classique. Une grande romance, de grandes promesses. Quand je suis tombée enceinte de Lily, j'ai découvert qu'il était marié. Il a nié que le bébé était le sien, a dit que j'essayais de le piéger. Elle laissa échapper un rire amer. Tel père, telle fille,
je suppose. On dirait que j'ai le chic pour choisir des hommes comme William Collins. Je suis désolé, dit sincèrement Nathan. J'ai continué seul. Quand Sophie est née 2 ans plus tard, eh bien, disons simplement que je n'apprends pas facilement. Le même homme? Emily hocha la tête. Il est revenu en suppliant de le pardonner, en disant qu'il avait divorcé, qu'il voulait faire partie de la vie de Lily. Il était convaincant. Son visage se durcit. Jusqu'à ce que sa femme, la même qui n'a jamais divorcé, m'appelle quand j'étais enceinte de 6 mois. Nathan ressentit une colère croissante envers cet homme qu'il ne connaissait même pas. Les filles ont-elles des contacts avec lui? Aucun. Il a déménagé hors de l'État peu de temps après, a bloqué mon numéro. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était un avocat qui proposait un accord pour renoncer aux droits parentaux en échange de ne jamais demander de pension alimentaire. Elle haussa les épaules. J'ai signé. Je ne voulais rien de lui de toute façon. La conversation laissa Nathan pensif. Emily avait toutes les raisons d'être méfiante. D'abord abandonnée par son père, puis par le père de ses enfants. Des hommes qui avaient promis et échoué. Je ne suis pas comme eux, dit-il finalement. Tout le monde dit qu'ils ne sont pas comme les autres, répondit Emily. Mais son ton était plus las que cynique. Alors je devrais le prouver, déclara Nathan. Jour après jour, quand Nathan quitta l'appartement cette nuit-là, il sentit qu'il comprenait enfin mieux la résistance d'Emily. Il était également plus déterminé que jamais à lui montrer qu'on pouvait lui faire confiance, qu'il ne disparaîtrait pas comme les autres hommes de sa vie. Sur le chemin du retour, son téléphone sonna à plusieurs reprises. Son avocat, essayant de le joindre avec des nouvelles urgentes sur les implications juridiques de son implication avec Emily et les filles. Mais pour la première fois de sa vie professionnelle, Nathan éteignit son téléphone portable, déterminé à ne rien laisser interférer avec ce qui comptait vraiment. Demain, il s'occuperait des avocats et de leurs préoccupations. Ce soir, il voulait juste se souvenir du regard des filles quand il avait promis de revenir le week-end pour aider à monter la petite étagère qu'il avait apportée. Et le moment rare et précieux où Emily lui avait souri sans réserve alors qu'il lui disait au revoir. De petits pas, de petits gestes de confiance. Ce n'était que le début. Mais pour Nathan, cela signifiait tout. C'était un samedi matin parfait. Ciel bleu, température agréable, une légère brise printanière. Nathan attendait dans le parking de l'immeuble d'Emily, tapotant ses doigts sur le volant du VUS qu'il avait loué spécialement pour la journée. Il avait envoyé un message 2 jours plus tôt, invitant Emily et les filles à passer la journée ensemble. À sa grande surprise, après 24 heures de silence, elle répondit par un simple « OK ». Quand Emily apparut avec les filles, Nathan ne put s'empêcher de remarquer à quel point les enfants avaient l'air différents de la première fois qu'il les avait vus au cimetière. Leurs vêtements, bien que simples, étaient propres et bien entretenus. Lily avait les cheveux en une queue de cheval soignée, et Sophie portait une robe à pois jaunes qui la faisait ressembler à un petit rayon de soleil. « Oncle Nathan !» cria Sophie en courant vers lui. Au cours des derniers mois, elle était devenue encore plus affectueuse. Lily suivit derrière avec des pas plus réservés, mais il y avait un sourire sur son visage. Emily arriva la dernière, visiblement hésitante. « Alors, où allons-nous ?»« C'est une surprise, » répondit Nathan en ouvrant la portière de la voiture. « Mais je promets que vous allez aimer. » Pendant le trajet hors de la ville, Sophie maintint une conversation animée sur sa nouvelle école et les amis qu'elle se faisait. Lily intervenait occasionnellement, mais passait la plupart du trajet à observer tranquillement le paysage qui défilait à l'extérieur. Emily resta silencieuse, jetant de temps en temps un coup d'œil à Nathan. Après près d'1 heure de voyage, Nathan tourna sur une route privée menant à une propriété isolée. De grandes grilles en fer s'ouvrirent automatiquement à leur approche. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda enfin Emily, rompant son silence. « Un refuge pour animaux ?» dit Nathan en se garant près d'une ferme rénovée. « Je pensais que les filles aimeraient voir les animaux, et ils ont préparé un pique-nique pour nous. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Il y a des chevaux. Et des poneys, des chèvres, quelques moutons, et même quelques alpagas. » Répondit Nathan avec un sourire. « Et le meilleur, on peut en nourrir la plupart. » Le visage de Lily s'illumina aussi, bien qu'elle essayât de cacher son excitation. « Je n'ai jamais vu d'alpaga de près. » Emily sembla surprise du choix de la sortie. « Comment avez-vous découvert cet endroit ?»« Un ami en a parlé une fois. Il amène ses enfants ici tous les mois pour faire du bénévolat, » haussa les épaules Nathan. « Ce n'est rien d'extraordinaire,
mais j'ai pensé que ce serait amusant. Émilie étudia son visage un instant. Je pensais que vous nous emmèneriez dans un endroit chic ou dans un parc d'attractions cher. Je peux le faire la prochaine fois si vous préférez, dit-il en sortant leur sac. Mais j'ai pensé que quelque chose de plus calme serait mieux pour que nous apprenions à nous connaître. Une femme d'âge moyen portant des bottes en caoutchouc et un chapeau de paille sortit pour les accueillir. M. Collins, bienvenue. Je suis Martha, la gardienne en chef, et ce doivent être les filles dont vous m'avez parlé. Prête à rencontrer nos amis à quatre pattes, les quelques heures suivantes passèrent comme un rêve. Sophie poussait des cris de joie à chaque nouvel animal, tandis que Lily se révéla étonnamment habile avec eux, en particulier un poney têtu qui, selon Martha, laissait rarement quelqu'un s'approcher. Nathan regarda Émilie se détendre progressivement, d'abord en observant simplement ses filles. Elles se joignirent ensuite à l'amusement. Quand elle éclata de rire en voyant Sophie essayer d'imiter le son d'un alpaga, Nathan sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment heureuse. Pendant le pique-nique, assis sur une grande couverture à carreaux sous un arbre feuillu avec vue sur le pré des chevaux, la conversation coula plus naturellement que jamais. « Comment saviez-vous que Lily adorait les animaux ?» demanda Émilie alors que les filles exploraient un potager voisin avec Martha. Nathan croqua dans une pomme. « Elle a beaucoup de livres sur les animaux. J'ai remarqué la dernière fois que j'étais dans votre appartement. » Émilie parut surprise. « Vous avez fait attention. » »« Bien sûr, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Émilie resta silencieuse un moment, tripotant son sandwich sans manger. Même leur père n'a pas remarqué ce qu'elles aimaient. C'était la première fois qu'elle mentionnait le père des filles. Nathan sentit sa tension, alors il décida de ne pas insister. « Elles ont de la chance de vous avoir, » dit-il simplement. Émilie regarda ses filles au loin. « J'ai toujours voulu leur donner ce que je n'ai jamais eu. La stabilité, la présence. Ma mère a fait de son mieux, mais elle travaillait tellement. »« Comment était votre mère ?» demanda Nathan doucement. Émilie sourit, un sourire triste et nostalgique. « Forte, tetue. Elle ne s'est jamais laissée pleurer devant moi, mais parfois je l'entendais la nuit quand elle pensait que je dormais. À cause de mon père. » Émilie hocha lentement la tête. Elle l'aimait, vous savez, elle l'aimait vraiment. Ce n'était pas juste une employée éblouie amoureuse d'un patron puissant, comme il a probablement dit à ses avocats. Nathan baissa les yeux. Il ne m'a jamais rien dit à ce sujet, ni à personne d'autre à ma connaissance. Il a juste agi comme si vous n'aviez jamais existé. Un lourd silence s'installa entre eux. Émilie prit une profonde inspiration avant de continuer. Ma mère gardait toutes les nouvelles à son sujet. Des coupures de journaux, des magazines. Quand il est mort, elle était déjà partie depuis 3 ans, mais j'ai continué l'habitude. Je suppose qu'une partie de moi a toujours espéré, je ne sais pas, une sorte de reconnaissance, un signe. Je suis désolé, dit Nathan, sentant le poids d'une culpabilité qui n'était pas la sienne, mais qu'il portait quand même. Ce n'est pas de votre faute, répondit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Vous étiez aussi une victime de son silence d'une certaine manière. Quand les filles revinrent, portant de petits pots avec des plants de fleurs qu'elles avaient plantés dans le jardin, la conversation passa à des sujets plus légers. Mais quelque chose avait changé entre Nathan et Émilie. Une petite barrière était tombée. Plus tard, ils nourrirent les moutons ensemble, et Nathan réussit à prendre une photo parfaite d'Émilie riant alors qu'une chèvre essayait de manger son chemisier. Quand il lui montra la photo, elle parut surprise. « Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je me suis vu sourire comme ça. »« Vous devriez sourire plus souvent, » commenta Nathan. « Ça vous va bien. » Une légère rougeur colora les joues d'Émilie, et elle reporta son attention sur Sophie, qui les appelait pour voir un bébé lapin. Sur le chemin du retour en ville, les filles s'endormirent sur la banquette arrière, épuisées par tant d'activités. Le silence dans la voiture était confortable jusqu'à ce qu'Émilie parle. Sa voix presque un murmure, pour ne pas réveiller ses filles. « J'ai trouvé quelque chose hier. J'organisais des boîtes d'affaires de ma mère qui étaient entreposées chez un ami, et j'ai trouvé une enveloppe que je n'avais jamais vue auparavant. » Nathan lui jeta un bref coup d'œil avant de se reconcentrer sur la route. « Quel genre d'enveloppe ?» Émilie fouilla dans son sac à main et sortit une enveloppe manille légèrement froissée. Des lettres et quelques documents que ma mère gardait. Elle hésita. « Ils concernent votre père et elle. Des choses que je ne savais même pas. » Nathan sentit son cœur s'accélérer. « Voulez-vous que je les voie ?» Emily fixa l'enveloppe un long moment. « Je le veux, mais pas ici, »
pas maintenant. Pourriez-vous venir à l'appartement demain soir, après que les filles soient endormies? J'y serai, promit-il. Au moment où ils arrivèrent à l'immeuble d'Emily, il faisait déjà nuit. Nathan aida à monter les filles endormies jusqu'à l'appartement. Après les avoir mises au lit, il trouva Emily dans le petit salon. « Merci. Pour aujourd'hui, » dit-elle, pour la première fois avec une véritable appréciation. C'était spécial pour elle. « Et pour vous » s'aventura Nathan. Emily sourit légèrement. « Oui, pour moi aussi. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Nathan Collins. » À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de plus comme votre père, je suppose, Nathan ressentit. Ces mots comme un compliment inattendu. À demain soir, alors. Émilie hocha la tête, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. À 9 heures, les filles seront endormies d'ici là. La nuit suivante, Nathan arriva pile à l'heure. Émilie ouvrit la porte, vêtue de vêtements simples, un jean et un t-shirt bleu, les cheveux détachés, chose qu'il voyait rarement. Elles se sont endormies rapidement ce soir, dit-elle en l'invitant à entrer. Elles étaient épuisées de raconter à tout le monde à l'école les animaux. Le salon n'était éclairé que par une lampe d'angle, créant une atmosphère plus intime. Sur la table basse se trouvait l'enveloppe manille, ainsi que 2 tasses de thé. J'ai passé la journée à me demander si je devais vous montrer ça, admit Émilie en s'asseyant sur le canapé. Ce sont des choses très personnelles de ma mère. Si vous préférez ne pas le faire, vous n'êtes pas obligé, dit Nathan en s'asseyant à une distance respectueuse. Émilie secoua la tête. Non, vous avez le droit de savoir. C'est votre famille aussi. Elle prit une profonde inspiration. De plus, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi votre père ne nous a jamais cherchés, même après être devenu veuf. Nathan la regarda ouvrir l'enveloppe avec précaution, comme si elle manipulait des reliques délicates. Elle en sortit quelques feuilles de papier, certaines jaunies par le temps. C'est une lettre que ma mère a écrite à William, mais qu'elle n'a jamais envoyée. Elle est datée de 2 semaines avant son licenciement, expliqua Émilie, tendant la lettre à Nathan, dont les mains tremblaient légèrement en la prenant. L'écriture était délicate et claire. Nathan commença à lire en silence. « William, je sais que ce que je vais dire va tout changer entre nous, mais je ne peux plus garder ce secret. Je suis enceinte. Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu. En fait, nous n'avons jamais rien prévu au-delà de ces moments volés dans votre bureau et de cet hôtel à Chicago. Mais c'est arrivé, et maintenant nous devons décider quoi faire. Je vous aime, William. J'ai été discrète sur notre relation, comme vous l'avez demandé. Je comprends votre position, votre famille, mais ce bébé fait partie de nous deux, et je ne peux pas prétendre qu'il n'existe pas. » La lettre continuait, alternant entre déclarations d'amour et plaidoyer pour la compréhension. Nathan sentit une boule dans sa gorge en imaginant la jeune femme écrivant ces mots pleins d'espoir, ne sachant pas quel sort l'attendait. Elle ne l'a jamais envoyé, expliqua Émilie. Elle a décidé de le lui dire en personne. C'est là qu'il lui a offert de l'argent pour résoudre le problème. Nathan rendit la lettre, se sentant honteux des actions de son père. « Je suis désolé. Il y a plus, » poursuivit Émilie en prenant un autre document. C'est l'accord de confidentialité qu'elle a signé. Regardez la clause 13. Nathan examina le document juridique, reconnaissant le format standard utilisé par les avocats de son père. La clause 3 stipulait que Margaret Carter ne pouvait, en aucune circonstance, contacter un membre de la famille Collins, y compris William lui-même, sa femme ou son fils. Si elle violait l'accord, elle devrait rendre tout l'argent plus une pénalité, expliqua Émilie. Ma mère a utilisé cet argent pour recommencer, pour nous donner une vie. Elle ne pouvait pas risquer de tout perdre. Nathan secoua la tête, incrédule devant la froideur calculée de son père. Mais après qu'il soit devenu veuf, c'est là que ça devient encore plus surprenant, interrompit Émilie en prenant une autre feuille. C'est un rapport d'un détective privé, daté de 2015. Un an après la mort de ma mère. Nathan Pritlow Papier, confuse. C'était un rapport professionnel détaillant la vie d'Emily Carter. Alors 19 ans, étudiante en soins infirmiers, travaillant à temps partiel dans un restaurant. Il y avait même une photo d'elle sortant de l'université. « Je ne comprends pas, murmura-t-il. Votre père a engagé quelqu'un pour enquêter. Sur moi, dit Émilie, sa voix tremblante maintenant. Il savait que ma mère était morte. Il savait où j'étais, ce que je faisais. Il savait pour moi, Nathan. La prise de conscience frappa Nathan comme un coup de poing. Il savait,
mais il n'a jamais pris contact. Émilie hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Il a choisi de continuer à nous ignorer, même quand rien ne l'empêchait de rencontrer sa fille. Nathan posa le rapport sur la table, ressentant une colère croissante envers l'homme qui l'avait élevé. William Collins avait eu la chance de corriger son erreur, de rencontrer son autre fille. Mais il avait choisi le silence. Encore une fois, il y a encore une chose, ajouta Émilie, sa voix presque un murmure. Elle hésita, puis sortit une autre feuille. C'est une copie d'un test ADN. Nathan fronça les sourcils. Que veux-tu dire? D'après ce que je comprends, à un moment donné, il a dû obtenir un échantillon de moi. Peut-être une mèche de cheveux, je ne sais pas. Il a confirmé ce qu'il savait déjà. Je suis sa fille. 99,9% de certitude. Le choc laissa Nathan sans voix. Son père avait secrètement confirmé la paternité, mais avait quand même choisi de ne rien faire. Ni reconnaître Émilie, ni faire savoir à Nathan qu'il avait une sœur. Sans réfléchir, Nathan tendit la main et prit celle d'Émilie. À sa grande surprise, elle ne la retira pas. Ils restèrent ainsi quelques instants, unis par le silence et les révélations choquantes sur l'homme qui les avait réunis et séparés en même temps. Il ne nous définit pas, dit finalement Nathan. Ce qu'il a fait, les choix qu'il a faits, nous n'avons pas apporté ça. Nous pouvons choisir différemment. Émilie serra légèrement sa main. J'ai essayé de me dire ça pendant des années. Mais c'est difficile quand tout ce que vous savez, c'est que votre père ne voulait pas de vous. Je le veux, dit Nathan avant de pouvoir y réfléchir. Je vous veux, vous et les filles, dans ma vie. Vous êtes ma famille, Émilie. La seule vraie famille que j'ai jamais eue. Les yeux d'Émilie rencontrèrent les siens, brillants de larmes non versées. Mais il y avait autre chose en eux maintenant, une lueur d'espoir, peut-être. Un petit signe de confiance qui, à ce moment-là, signifiait tout. Je me suis toujours demandé ce que ce serait d'avoir un frère, admit-elle, sa voix basse et vulnérable. Quelqu'un qui partageait le même sang, la même histoire. Moi aussi, avoua Nathan. Grandir en tant que fils unique, c'est solitaire. Émilie relâcha doucement sa main et se leva, se dirigeant vers une petite étagère. Elle revint avec un album photo usé. « Je veux vous montrer quelque chose », dit-elle en s'asseyant plus près de lui cette fois. Elle ouvrit l'album à la première page, révélant une photo d'une jeune et belle femme avec la même couleur de cheveux qu'Émilie et des yeux de forme similaire. C'est ma mère, Margaret, dans la vingtaine. Nathan examina la photo, notant la joie sur le visage de la femme. Une joie qui existait avant que William Collins n'entre dans sa vie et ne change tout. Page après page, Émilie lui montra des fragments de son enfance, des anniversaires simples, des remises de diplômes, de petites sorties au parc. Sur chaque photo, il n'y avait qu'Émilie et sa mère, parfois un ami, jamais un père, jamais une famille élargie. Elle a fait de son mieux, dit Émilie en touchant une photo où Margaret la serrait dans ses bras devant un petit sapin de Noël. Elle a parfois fait 2 boulots justes pour me donner une vie décente. Elle a l'air incroyable, commenta Nathan, ressentant une véritable admiration pour la femme que son père avait rejetée. Elle l'était, confirma Émilie. Vous savez, quand j'étais petite, j'inventais des histoires sur mon père. Je disais qu'il était un astronaute en mission secrète ou un agent du gouvernement qui ne pouvait pas révéler son identité. Elle rit, tristement. C'était plus facile que d'accepter la vérité. Et quelle était la vérité que votre mère vous a dite? Émilie ferma l'album que mon père avait une autre famille qu'il aimait plus, qu'il avait fait un choix et que ce n'était pas nous. Elle soupira. Elle n'a jamais mal parlé de lui, vous savez. Elle disait qu'il avait ses raisons. Que c'était compliqué. Ce n'est que lorsque j'ai grandi que j'ai réalisé à quel point elle le protégeait, même après tout. Et vous, avez-vous déjà voulu le chercher? Plusieurs fois, admit Émilie, surtout à l'adolescence. Je suis même allé une fois dans l'immeuble où il travaillait, je me suis tenu sur le trottoir d'en face, à regarder. Je l'ai vu sortir, monter dans une limousine. Il semblait si inaccessible. Nathan essaya d'imaginer la scène, une adolescente regardant de loin le père qui ne l'avait jamais reconnu, tandis que William Collins continuait sa vie sans jamais regarder en arrière, sans se rendre compte que sa propre fille était là, si proche. Vous savez ce qui est encore plus étrange? Poursuivit Émilie. Après avoir eu les filles, une partie de moi voulait qu'elles rencontrent leur grand-père, pas pour l'argent, mais parce que la famille devrait compter. J'ai même écrit une lettre à la naissance de Lily, mais je n'ai jamais eu le courage de l'envoyer.
Il a manqué beaucoup de choses, dit doucement Nathan. Il a manqué de vous connaître, de vous voir grandir, de rencontrer ses petites filles. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Émilie hocha la tête, des larmes silencieuses coulant maintenant sur ses joues. Nathan n'hésita qu'un instant avant de se rapprocher, la serrant doucement dans ses bras. Elle se raidit au début, mais se détendit bientôt dans ses bras, se permettant, peut-être pour la première fois, de pleurer le rejet qu'elle avait porté toute sa vie. « Tout va bien », murmura-t-il en la tenant alors que des sanglots silencieux secouaient son corps. « Nous ne sommes plus seuls. » Quand Nathan quitta l'appartement cette nuit-là, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Les documents révélés et les histoires partagées avaient construit un pont sur le gouffre que William Collins avait laissé. Emily et Nathan n'étaient plus des étrangers liés. Par un accident génétique, ils commençaient enfin à devenir une famille. Et alors qu'il rentrait chez lui, Nathan réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul au monde. Les petites filles qu'il avait rencontrées au cimetière et la sœur dont il ignorait l'existence remplissaient lentement le vide que William Collins avait laissé dans sa vie. Ce n'était qu'un début, un premier geste sincère de confiance. Mais pour Nathan, cela signifiait tout. Nathan fixa la ville à travers la fenêtre de son bureau. La vue de Manhattan était imprenable. Des gratte-ciel étincelants, la rivière au loin, des millions de vies se déplaçant en synchronisation. C'était un empire de béton et de verre. Pas si différent de l'empire que William Collins avait construit et lui avait légué. Le téléphone sonna pour la 4e fois. C'était encore Davison, insistant pour discuter des sérieuses préoccupations du conseil d'administration concernant son implication avec Emily et les filles. Nathan le laissa sonner jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie vocale. Ces dernières semaines, quelque chose avait changé en lui. La nuit où Emily lui avait montré les documents de sa mère, la preuve que William Collins connaissait sa fille, avait fait un test ADN et avait quand même choisi de la nier, avait réveillé quelque chose en Nathan. De la colère? Oui, mais aussi de la résolution. Il ne serait pas comme son père. Il ne ferait pas les mêmes erreurs. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, se tournant pour faire face à la photo sur son bureau. C'était une image qu'il avait prise au refuge pour animaux. Sophie Ryan in Cares Sand on Lappen. Lily concentrée sur le brossage de son poney et Emily regardant ses filles avec un doux sourire. Il l'avait fait encadrer la semaine précédente, remplaçant la photo officielle de son père qui avait toujours occupé cette place. Le contraste ne pouvait être plus frappant. William Collins avait toujours regardé le monde à travers le prisme du profit et de l'expansion. La famille était une obligation sociale, un nom à maintenir et à protéger. Jusqu'à il y a quelques mois, cela avait semblé normal à Nathan. C'était tout ce qu'il connaissait. Maintenant, en regardant les visages souriants sur la photographie, il réalisa qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que son père n'avait jamais compris, ou compris et rejeté. La simplicité d'appartenir à quelqu'un, d'avoir des gens qui se soucient de vous pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez ou représentez. Son téléphone personnel vibra avec un SMS d'Emily. Lily a obtenu le rôle principal dans la pièce de l'école. Elle essaie de ne pas le montrer, mais elle est super excitée. Représentation dans 3 semaines. Nathan sourit. 3 semaines, c'était assez de temps pour réorganiser son emploi du temps, même si cela signifiait reporter la réunion avec les investisseurs japonais. Il y a quelques mois, cette idée aurait été impensable. Maintenant, cela semblait être le seul choix possible. Sa réponse fut immédiate. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Elle sera géniale. Quand la porte de son bureau s'ouvrit sans prévenir, Nathan savait déjà qui c'était. Davison prenait rarement la peine de frapper quand il était inquiet. Et ces derniers temps, il semblait toujours inquiet. Nathan, nous ne pouvons plus reporter cette conversation, dit l'avocat en posant un épais dossier sur le bureau. Le conseil d'administration exige des réponses. Les rumeurs sur votre famille nouvellement découverte se répandent. Et Nathan haussa un sourcil, sa voix calme. Et Davison avait l'air vraiment perplexe. Vous mettez en péril tout ce que votre père a construit. Collins Enterprises a toujours été synonyme de stabilité, de prévisibilité. Ces récents développements font que les actionnaires remettent en question votre engagement. Nathan observa l'homme en face de lui. Cheveux gris, impeccablement habillé. Fidèle à l'héritage de William Collins jusqu'au bout. Davison connaissait probablement Emily depuis le début. Peut-être avait-il même conseillé au père de Nathan d'enterrer ce secret.
Mon engagement, répéta Nathan, chaque mot lentement, est exactement là où il doit être. En ce moment, nous devons nous concentrer sur ce qui est le mieux pour l'entreprise, insista Davison. L'accord que j'ai proposé réglerait tout discrètement. Une somme généreuse à Emily Carter et à ses filles. En échange d'une confidentialité permanente. Nathan se leva, ressentant un calme étrange malgré la tension du moment. Robert, combien de temps avez-vous travaillé avec mon père? 30 ans? L'avocat sembla confus par le changement soudain de sujet. 32, alors vous devez bien l'avoir connu. Dites-moi, était-il heureux? La question prit clairement Davison au dépourvu. Hurrell, William était un homme à succès. Respect. Il a bâti un empire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Davison ajusta sa cravate. Mal à l'aise. Son bonheur venait de ses réalisations. Nathan. Ce n'était pas un homme sentimental. Il savait séparer les affaires des distractions personnelles. Nathan hocha lentement la tête. Et cela inclut de se débarrasser d'une fille comme s'il s'agissait d'une erreur comptable gênante. Cette situation était compliquée. Non, ça ne l'était pas, répondit fermement Nathan. C'était assez simple, en fait. Mon père a eu une fille. Il l'a rejetée parce qu'elle ne correspondait pas à ses plans. Il l'a payée pour qu'elle disparaisse. Et puis, même en connaissant la vérité, il a choisi de la garder cachée. C'est aussi simple que ça. Davidson resta silencieux, incapable de contredire la dure réalité. Vous êtes-vous déjà demandé, poursuivit Nathan, si cela explique pourquoi mon père est mort seul? Pourquoi je pouvais à peine passer 1 heure dans la même pièce avec lui sans me sentir étouffé? Pourquoi son seul véritable lien était avec cette entreprise? Il retourna à la fenêtre, regardant la ville un instant avant de se tourner, à nouveau vers Davison. Je ne vais pas conclure le même marché avec Emily. Je ne paierai pas pour garder le silence de ma propre sœur et nièce est silencieux comme un sale secret qui doit être caché. Nathan, sois raisonnable. Nous parlons de l'héritage de ton père. Exactement, interrompit Nathan. Son héritage, pas le mien. Et je commence à réaliser que je ne veux peut-être pas le porter de la même manière que lui. L'avocat pâlit. Qu'est-ce que cela signifie? Nathan prit la photo sur le bureau, regardant à nouveau les visages, souriant avant de répondre. Cela signifie que je serai à la réunion du conseil d'administration demain, et je vais leur dire la vérité. Toute la vérité. Que William Collins avait une autre fille. Que j'ai une sœur et 2 nièces, et que j'ai l'intention de les reconnaître publiquement comme faisant partie de la famille Collins. Davison avait l'air horrifié. Vous ne pouvez pas être sérieux. Les actionnaires vont paniquer. La presse va transformer ça en cirque. Probablement, acquiesça Nathan avec un calme qui le surprit, même lui-même. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, pas seulement ce qu'on attend de moi. Et si le conseil vote contre vous, s'il menace votre position, la question resta en suspens entre eux. Nathan savait que c'était une possibilité réelle. Les hommes et les femmes du conseil d'administration de Collins Enterprises étaient de la génération de son père. Conservators, soucieux des apparences, averses au risque personnel. Alors il est peut-être temps de reconsidérer ce qui compte vraiment, répondit-il finalement. Ce bâtiment, cette entreprise, ou les gens qui, par un miracle, sont entrés dans ma vie et m'ont montré qu'il y a quelque chose de plus. Davison secoua la tête, voyant la détermination sur le visage de Nathan. Ils seront tous là demain, préparés à remettre en question chaque décision que vous avez prise ces derniers mois. Je serai prêt, répondit Nathan. Après le départ de l'avocat, Nathan regarda de nouveau la photo dans sa main. La peur était toujours là, bien sûr. Peur d'échouer en tant que frère et oncle. Peur de perdre ce que son père avait construit. Peur de ne pas être assez fort pour maintenir cette nouvelle vision de la famille qu'il essayait de créer. Mais pour la première fois, la peur ne semblait pas paralysante. Car maintenant, il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Il prit son téléphone et tapa un message à Emily. « Puis-je venir? Ce soir? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Sa réponse fut rapide. « Bien sûr. Les filles demandent quand tu viens. Sophie a fait des biscuits à son cours de cuisine et en a gardé pour toi. Nathan Surratt. Des biscuits probablement tordus et brûlés. Faits par une enfant de 4 ans. Quelque chose de si simple, de si insignifiant pour la plupart des gens. Mais pour lui, à ce moment-là, cela semblait être la chose la plus importante au monde. Il jeta un dernier regard à la vue de la ville avant de prendre son manteau. L'Empire Collins serait toujours là demain, quel que soit le résultat de la réunion.
Mais ce soir, des biscuits l'attendaient. Une pièce de théâtre scolaire à célébrer, et une famille, sa famille, à protéger. Et pour la première fois, le chemin à suivre semblait parfaitement clair. La pluie tombait doucement alors que Nathan et Émilie se promenaient dans le parc, près de son appartement. Les filles étaient restées chez un voisin, donnant aux frères et sœurs une chance de parler sans interruption. Ces derniers mois, ces moments seuls étaient devenus précieux. Une occasion de combler les lacunes de leur vie séparée. Ma mère lui a écrit plusieurs fois, dit soudain Émilie, alors qu'il s'abritait sous un arbre. Pas seulement à William, mais aussi à ta mère. Nathan fronça les sourcils. À ma mère? Tu n'as jamais mentionné ça avant. Émilie haussa les épaules, regardant les flaques d'eau se former sur le chemin. Je ne pensais pas que ça importerait. Après tout, personne n'a répondu. Comment le sais-tu? J'ai trouvé les brouillons. Elle gardait des copies de tout. Émilie fourra ses mains dans les poches de sa veste. C'étaient des lettres désespérées, Nathan, leur parlant de la grossesse, demandant seulement une reconnaissance, pas nécessairement de l'argent. Elle a même envoyé une photo de moi nouveau-né. Nathan sentit un serrement dans sa poitrine. L'idée que sa mère, Victoria Collins, connaissait Émilie était quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Il avait toujours vu William comme le méchant de cette histoire. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Combien? Beaucoup de lettres? Au moins 12 en 2 ans. Émilie se tourna pour le regarder. J'ai toujours supposé que ton père les jetait simplement sans les lire. Mais maintenant, je me demande si ta mère les a interceptés. La suggestion frappa Nathan comme un coup de poing. Victoria Collins, la matriarche toujours correcte et froide, qui avait quitté la famille quand il avait 10 ans. Elle avait toujours blâmé les infidélités de William pour la séparation. Elle n'avait jamais mentionné une maîtresse enceinte. Je dois vérifier quelque chose, dit-il, l'esprit déjà en ébullition avec des possibilités. As-tu des copies de ces lettres? Quelques-unes. Tu veux les voir? Nathan hocha la tête. Et je dois visiter l'ancienne maison de mes parents. Le manoir Collins était resté pratiquement intact depuis la mort de William. Nathan y allait rarement, préférant son appartement en ville. Mais maintenant, alors qu'il parcourait ces couloirs silencieux, il cherchait des réponses qui pourraient être cachées entre ces murs. Le bureau de sa mère, une pièce que William n'avait jamais rénovée après son départ, était exactement comme elle l'avait laissé. Des étagères de livres, un bureau élégant, et ce coffre en acajou qui était toujours verrouillé dans le coin. Nathan se souvint avoir posé la question enfant, pour ne recevoir que des réponses évasives. Il fallut près d'une heure de fouille dans les tiroirs pour trouver une petite clé en or cachée dans un compartiment secret du bureau. Quand il ouvrit enfin le coffre, son cœur s'emballa. Des lettres, des dizaines d'entre elles organisées par date, certaines encore dans leurs enveloppes d'origine, d'autres soigneusement dépliées. L'écriture était indubitable, la même que celle des copies qu'Émilie lui avait montrées. Des lettres de Margaret Carter à Victoria Collins, implorant la compassion d'une femme à l'autre. Nathan s'assit par terre, lisant lettre après lettre, chaque mot intensifiant sa colère. Sa mère avait su? Elle avait toujours su. Elle n'avait pas seulement ignoré les appels désespérés d'une femme enceinte, mais avait activement dissimulé l'existence d'Émilie. Dans l'une des lettres, Margaret avait écrit « Je ne demande pas à votre mari de reconnaître publiquement notre fille. Je veux seulement qu'elle rencontre son père, et peut-être un jour son demi-frère. Chaque enfant mérite de savoir d'où il vient. » Attachée à cette lettre se trouvait une photo de bébé, Émilie, âgée de seulement quelques mois. Au dos, la date et un simple message, Emily Carter Collins, votre fille. Les mains tremblantes, Nathan prit son téléphone. Il était temps pour une visite qu'il avait reportée depuis bien trop longtemps. Victoria Collins vivait maintenant dans une élégante propriété des Hamptons, loin des yeux de la société new-yorkaise. Après le divorce avec William, elle avait reçu une fortune considérable et avait choisi une vie discrète mais luxueuse. Elle voyait rarement son fils, limitant les contacts à l'appel téléphonique occasionnel, lors des dates importantes. Quand Nathan arriva à l'improviste, il la trouva exactement comme il l'imaginait, assise dans la véranda, buvant du thé comme si rien au monde ne pouvait troubler sa sérénité. À 65 ans, Victoria maintenait l'élégance austère qu'il avait toujours définie. Cheveux parfaitement teints, posture impeccable, expression contrôlée. « Nathan » dit-elle avec une légère surprise. « Quelle visite inattendue !» Il ne répondit pas au baiser formel qu'elle lui offrit. Au lieu de cela, il posa un paquet de lettres sur la table à thé.
Que sont ceux? Demanda-t-elle, bien que ses yeux révélassent qu'elle le savait déjà. Des lettres de Margaret Carter. Toutes adressées à toi. Toutes sur Emily, la fille que père a eue avec elle. Ma demi-sœur. Victoria but une gorgée de son thé, comme si elle avait besoin de temps pour organiser ses pensées. Je vois que tu as fouillé dans de vieilles choses. Tu ne vas pas le nier alors. Nier quoi, exactement? Sa voix resta calme, presque clinique. Que ton père a mis une secrétaire enceinte. Qu'elle a essayé d'utiliser l'enfant pour obtenir de l'argent. C'est une vieille histoire, Nathan. La froideur de sa réponse alimenta davantage la colère de Nathan. Elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait juste qu'Émilie rencontre son père, qu'elle sache qui il était. Victoria se déplaça dans son fauteuil, le regardant enfin dans les yeux. Elle voulait bien plus que ça. Elle voulait la légitimité, la reconnaissance, une part de la fortune des Collins. Et si c'était le cas? Nathan éleva la voix. Émilie était sa fille. Elle avait autant de droits que moi. Ne sois pas naïf, rétorqua Victoria en abandonnant sa façade sereine. Tu crois qu'elle était la seule? Ton père avait constamment des liaisons. Si nous ouvrions cette porte, nous aurions bientôt des dizaines de femmes prétendant avoir ses enfants. Mais Émilie était réellement son enfant. Tu le savais. Tu avais ses photos. La ressemblance est indéniable. Victoria détourna le regard. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre famille. Protéger? Cria presque Nathan. Vous en avez détruit une partie. Vous avez condamné un enfant innocent à grandir sans père, une femme à élever sa fille seule. J'ai fait ce que toute mère ferait, répondit Victoria, sa voix se durcissant. J'ai protégé mon fils. J'ai protégé ton avenir, ton héritage. Mon héritage, répéta amèrement Nathan. C'est de ça qu'il s'agit? D'argent? Ne simplifie pas trop, rétorqua-t-elle. Il s'agissait de ta place dans l'entreprise, dans la société. William était faible. S'il reconnaissait un enfant illégitime, il diviserait bientôt tout entre plusieurs descendants. Je ne laisserai pas ton avenir être compromis. Nathan secoua la tête, incrédule. Alors que vous vous disputiez avec père au sujet de ses infidélités, vous cachiez simultanément les conséquences de l'une d'entre elles. Quelle hypocrisie! Victoria se leva, visiblement secouée. Tu ne comprends pas comment c'était. Notre mariage s'effondrait déjà. Si cette femme et son enfant entraient officiellement dans nos vies, je perdrais tout. William m'aurait peut-être quitté pour elle. Donc, il ne s'agissait pas de me protéger. Conclut Nathan, la déception évidente dans sa voix. Il s'agissait de toi. J'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque, insista Victoria, sa voix tremblant légèrement maintenant. Et après? Après que toi et père vous soyez séparés. Après sa mort? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'Émilie? Victoria hésita. Et pour la première fois, Nathan vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la culpabilité. C'était trop tard, dit-elle doucement. À quoi bon? Rouvrir de vieilles blessures? Tu ne m'as pas seulement caché Émilie, mais tu l'as condamnée. Elle a mené une vie difficile pour tes propres raisons égoïstes, accusa Nathan. Sais-tu comment elle a grandi? Combien d'heures sa mère a dû travailler pour subvenir à ses besoins pendant que tu vivais ici dans ce palais, prétendant être l'épouse bafouée? Victoria se laissa retomber dans son fauteuil, paraissant soudain plus petite, plus fragile. J'avais peur. Avoua-t-elle à voix basse. Peur de tout perdre si William reconnaissait l'autre fille. Peur que tu me détestes si tu le découvrais. Puis, je ne savais tout simplement pas comment te le dire. Nathan regarda la femme devant lui, élégante, contrôlée, calculatrice. Sa mère, qui semblait toujours si sûre, si certaine de ses décisions. Maintenant, il ne voyait qu'une personne effrayée qui avait fait des choix terribles pour protéger son propre confort. Émilie a 2 filles. Dit-il finalement. Tes petites filles, Lily et Sophie, de merveilleux enfants que tu ne rencontreras jamais. Victoria leva les yeux, surprise. Nathan, ne sois pas drastique. Nous pouvons régler ça comme des adultes. Peut-être que je peux les rencontrer maintenant, offrir une compensation. Compensation? Nathan rit sans humour. Tu penses que tu peux simplement t'en sortir en achetant ta rédemption, payer pour soulager ta conscience? J'essaie de faire ce qu'il faut maintenant, argumenta Victoria. C'est trop tard, répondit Nathan en se levant. Émilie a grandi sans père à cause de tes choix. Les filles ont grandi sans grands-parents et moi, j'ai passé toute ma vie à croire que j'étais fils unique,
à faire face à une solitude que tu as contribué à créer. Victoria tendit une main suppliante. Nathan, s'il te plaît, je suis ta mère. Il la regarda un long moment, ressentant un mélange de pitié et de déception. Une mère qui a caché ma sœur pendant 30 ans, qui a jeté des lettres implorant de l'aide, qui a mis l'argent et le statut au-dessus. Un enfant innocent. Nathan rassembla les lettres de la table. Je dois y aller. Émilie et les filles m'attendent. Ma famille m'attend. Et moi? Demanda Victoria, son calme se brisant enfin. Vas-tu simplement me couper de ta vie? Nathan s'arrêta à la porte, jetant un dernier regard à la femme qui l'avait élevé. Je ne sais pas, mère. Je ne sais vraiment pas si je peux pardonner ça. Je vais avoir besoin de temps. Alors qu'il retournait en ville, il sentit une lourdeur dans sa poitrine. Pas seulement de la colère, mais une profonde tristesse. Il avait perdu la mère qu'il croyait avoir. Mais peut-être qu'enfin il avait trouvé la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le premier pas vers la construction de quelque chose de nouveau, d'honnête, de meilleur que ce que ses parents avaient créé. La pluie battait contre les fenêtres de l'appartement de Nathan alors qu'il fixait la ville à travers la vitre embuée. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa confrontation avec sa mère, et ses paroles résonnaient encore dans son esprit. Assis dans la pénombre, éclairé uniquement par la faible lueur d'une lampe, il faisait tourner un verre de whisky dans sa main sans vraiment boire. Son téléphone vibra pour la 10e fois ce jour-là. Encore Victoria. Tous les appels précédents étaient allés à la messagerie vocale, comme celui-ci. À côté du téléphone éparpillé sur la table basse se trouvaient les lettres, témoins silencieux de 30 ans de mensonges soigneusement construits. La sonnette retentit, le sortant de ses sombres pensées. En ouvrant, il trouva Émilie tenant un parapluie dégoulinant. « Tu ne réponds pas à ton téléphone, dit-elle simplement. Les filles sont inquiètes. Moi aussi. Nathan s'écarta, la laissant entrer. Je suis désolé. J'avais besoin de réfléchir. Émilie accrocha son manteau mouillé et regarda autour de l'appartement partiellement sombre, les verres usagés, les lettres sur la table. On dirait que la réflexion n'aide pas beaucoup, remarqua-t-elle en allumant plus de lumière. Comment as-tu su où j'habite? Lily a demandé à ton chauffeur la dernière fois qu'il nous a récupérés, dit Émilie avec un petit sourire. Elle a toujours été observatrice. Nathan secoua la tête, impressionné par l'intelligence de sa nièce. Assieds-toi. Veux-tu quelque chose à boire? Un thé serait bien. Tu as l'air d'en avoir besoin aussi. Au lieu de ça, dit-elle en montrant le whisky à peine touché. Dans la cuisine, pendant que l'eau bouillait, Nathan sentit le poids des derniers jours s'alléger légèrement. Il y avait quelque chose de rassurant dans la présence d'Émilie, peut-être parce qu'elle comprenait mieux que quiconque la complexité de tout cela. Ta mère m'a appelé, dit Émilie quand il revint avec 2 tasses de thé. Nathan S.E. Figia. Quoi? Comment a-t-elle eu ton numéro? Apparemment, elle a ses méthodes. Émilie but une gorgée de son thé. Elle a demandé à me rencontrer, a dit qu'elle voulait connaître ses petites filles. Que as-tu dit? Que j'y réfléchirais. Émilie le regarda dans les yeux. Que aurais-je dû dire? Nathan S. Asset, sentant l'épuisement peser sur Louis. Je ne sais pas. Une partie de moi veut te garder, toi et les filles, aussi loin d'elle que possible. Et l'autre partie? L'autre partie se souvient que malgré tout, c'est ma mère. Il soupira. Et la tienne aussi, d'une certaine manière. La seule grand-mère que Lily et Sophie ont. Émilie regarda les lettres sur la table. Tu les as toutes lues? Toutes? Ta mère était incroyable. La façon dont elle écrivait, toujours digne, ne mendiant jamais d'argent, juste une reconnaissance. Nathan secoua la tête. Et ma mère a tout gardé sans jamais répondre. Pourquoi penses-tu qu'elle a gardé les lettres au lieu de les détruire? Demanda Émilie. La question prit Nathan par surprise. Il n'y avait pas pensé. Je ne sais pas, admit-il. Peut-être. La culpabilité? Ou peut-être qu'elle n'a jamais été complètement en paix avec sa décision. Sugra Emily. Les gens sont rarement tout bons ou tout mauvais, Nathan. Même quand ils font des choses terribles. Nathan regarda sa sœur avec une nouvelle compréhension. Malgré tout ce que Victoria avait fait, Émilie ne la jugeait pas aussi durement que lui. Comment peux-tu être si équilibré à ce sujet? Elle a nié ton existence. Elle a gâché toute chance pour toi de rencontrer ton père. Émilie réfléchit un instant. J'ai passé des années à être en colère. Contre ton père, ta mère, le système qui a laissé un homme riche se débarrasser de ses responsabilités. Mais la colère,
ça m'a juste consumé de l'intérieur. Ça n'a rien changé. Elle toucha doucement une des lettres. Quand j'ai eu les filles, j'ai réalisé que je devais décider qui je voulais être. Quel exemple je voulais donner. Le ressentiment ou le pardon. L'amertume ou l'espoir. Elle croisa le regard de Nathan. J'ai choisi le chemin le plus difficile, mais le seul qui m'a permis d'avancer. Tu suggères que je devrais pardonner à ma mère. Je suggère que tu dois gérer tes sentiments avant de prendre une décision finale. Emily répondit. Le pardon ne signifie pas approuver ce qui a été fait. Cela signifie se libérer de porter cette colère. Nathan resta silencieux, absorbant ses paroles. Après quelques instants, il demanda « Comment vont les filles ?» Leur oncle préféré leur manque. Répondit Émilie avec un doux sourire. Sophie demande tous les jours quand tu reviens pour le dîner. Une chaleur se répandit dans la poitrine de Nathan à ces paroles. En quelques mois seulement, ses petits-enfants étaient devenus une partie si essentielle de sa vie que la pensée de les décevoir lui semblait insupportable. « Tu sais ce dont tu as besoin ?» Émilie se leva avec détermination. Du temps loin de cet appartement, loin des affaires, loin de toute cette pression. « J'ai des responsabilités, Émilie. » « Oui, et l'une d'entre elles est de prendre soin de toi. » Elle croisa les bras. « Prends quelques semaines de congé. Prends de vraies vacances pour la première fois de ta vie. Passe du temps avec nous. » Nathan hésita. Les directeurs de l'entreprise font pression pour une résolution finale sur, eh bien, sur vous tous. Et que veux-tu faire à notre sujet? Je veux faire ce qu'il faut, répondit-il promptement. Émilie sourit. Alors commence par faire ce qu'il faut pour toi. Respire, réfléchis, puis décide. Après le départ d'Émilie, Nathan réfléchit à ses paroles. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que ce dont il avait besoin, ce n'était pas plus de réunions ou plus d'analyse, mais simplement du temps pour ressentir, pour comprendre ce qui comptait vraiment. Il prit le téléphone et pour la première fois depuis des années, appela son assistant avec une demande sans précédent. « Marc, j'ai besoin que tu réorganises mon emploi du temps pour les 3 prochaines semaines. Je prends des vacances. » La petite maison de plage dans les Hantons était fermée depuis des années. Elle appartenait à la famille Collins depuis des générations, mais William l'utilisait rarement, préférant les hôtels de luxe pour ses rares vacances. Nathan gardait de bons souvenirs de l'endroit. C'était l'un des rares où sa famille semblait presque normale avant que le mariage de ses parents ne s'effondre. L'idée d'emmener Émilie et les filles là-bas est venue naturellement. Ce n'était pas ostentatoire comme les autres propriétés de la famille, juste une simple maison surplombant l'océan avec un accès direct à la plage, parfaite pour les enfants, loin du chaos de la ville et des obligations qui les attendaient. « C'est vraiment à toi ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés alors qu'elle courait de pièce en pièce. « En fait, c'est à nous, » répondit Nathan en regardant l'excitation de sa nièce. « Taré appartient à la famille Collins et à vos Collins aussi. » Émilie déchargeant dans la cuisine s'arrêta en entendant ces mots. C'était la première fois que Nathan les incluait si directement dans l'héritage familial. Les jours suivants se passèrent dans une bulle paisible de simplicité. Les matins à la plage, à construire des châteaux de sable avec les filles, les après-midi à explorer la petite ville côtière ou à lire sous le doux soleil d'automne, les soirées à jouer à des jeux de société ou à regarder des films tous entassés sur le grand canapé du salon. Pour Nathan, c'était comme découvrir une vie entièrement nouvelle. Pas de réunions, pas d'appels téléphoniques constants, pas de pression sur les décisions affectant des milliers d'emplois. Juste lui, sa sœur et ses nièces, vivant des moments qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir être si épanouissants. Un de ces moments s'est produit sur la plage, lorsque Lily, normalement réservée, s'est assise à côté de lui alors qu'il regardait Sophie poursuivre les mouettes. « Oncle Nathan, commença-t-elle sérieusement. Vas-tu rester avec nous pour toujours ?» La question innocente frappa au cœur de ses réflexions. « Pourquoi demandes-tu ça, Lily ?» Elle dessina des cercles dans le sable avec son doigt parce que les gens importants partent toujours. Nathan sentit une douleur dans son cœur. « Qui est parti, Lily ?»« Papa l'a fait. Le grand-père que nous n'avons jamais rencontré. La grand-mère de maman. Les adultes promettent toujours de rester, mais ensuite ils disparaissent. » À ce moment-là, Nathan comprit vraiment l'impact de l'abandon à travers les générations. William avait abandonné Émilie. Le père des filles les avait abandonnés. Et maintenant, Lily craignait que le même schéma ne se répète. « Lily, je ne peux pas promettre d'être physiquement présent tous les jours, » répondit-il prudemment. « Mais je peux te promettre que je serai toujours ton oncle.
Je ferai toujours partie de ta vie. Je serai toujours à un coup de fil si tu as besoin de moi. C'est une promesse que je ne romprai pas. La fillette l'étudia un long moment avec cette intensité si réminiscente d'Émilie. Tu le promets vraiment? De tout mon cœur, répondit Nathan en tendant son petit doigt. Lily accrocha son petit doigt autour du sien, scellant le pacte avec le sérieux. Seul un enfant de 6 ans pouvait accorder une promesse. Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies, Nathan et Émilie s'assirent sur le porche, regardant les vagues au clair de lune. Lily a demandé si je resterais pour toujours, commenta-t-il. Emily soupira. Elle a peur de s'attacher. Après le départ de leur père, elle est devenue plus prudente avec ses sentiments. J'ai promis que je serai toujours dans sa vie, dit Nathan. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir. Emily sourit. Je sais que tu le feras. Tu n'es pas comme eux, Nathan. Tu n'es pas comme notre père ou le père des filles. Comment peux-tu en être si sûr? Tu ne me connais que depuis quelques mois, parce que je les ai vus. Des hommes comme notre père, qui voient les gens comme des pions jetables dans leur jeu de pouvoir. Elle le regarda dans les yeux. Tu aurais pu faire la même chose. Tu aurais pu nous offrir de l'argent en échange du silence. Tu aurais pu simplement disparaître de notre vie. Mais tu es là, à construire des châteaux de sable avec mes filles et à faire des promesses que tu comptes tenir. Nathan sentit un poids se lever de ses épaules. Quand j'ai trouvé les filles au cimetière, j'ai pensé que c'était juste de la culpabilité pour quelque chose que mon père avait fait. Mais maintenant, il chercha les mots justes. Maintenant, je réalise que vous êtes la famille que j'ai toujours voulu. Un vrai lien, pas basé sur des obés, ligations ou des apparences. Même avec tous les problèmes que nous apportons, surtout avec eux, répondit Nathan en souriant. Les vraies personnes ont de vrais problèmes. C'est ce qui les rend, eh bien, réels. Quand ils retournèrent en ville après 2 semaines, Nathan était différent, plus calme, plus centré et absolument sûr de ses prochaines étapes. La salle de conférence de Collins Enterprises était pleine quand Nathan entra. Directeur, avocat et sa mère, tous attendant de discuter de la situation, comme il l'avait soigneusement étiqueté. Victoria Collins paraissait plus âgée depuis leur dernière rencontre. Son visage, normalement impassible, montrait des signes de nuit blanche et d'inquiétude constante. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Nathan, il y vit quelque chose de rare, de l'incertitude. Davison, toujours formel, commença la réunion par un compte-rendu détaillé de la situation familiale et de ses implications potentielles pour l'entreprise. Des documents furent distribués, des chiffres présentés, des scénarios hypothétiques exposés. Nathan écouta patiemment. Quand ce fut enfin son tour de parler, il se leva calmement. J'apprécie l'analyse approfondie, Robert, mais abordons le point central. J'ai découvert que j'ai une sœur, Emily Carter, la fille de mon père avec Margaret Carter. Emily a 2. Ses filles, mes nièces, Lily et Sophie. Il regarda directement chaque personne dans la pièce. Ce ne sont pas des hypothèses ou des possibilités. Ce sont des faits. Davison s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Nathan, personne ne remet en question la relation biologique. La question est de savoir comment gérer cette situation d'une manière qui protège l'entreprise et son héritage. La situation, comme vous l'appelez, a été créée par mon père, qui a choisi de renier sa propre fille. Dit Nathan, sa voix résolue, et a été perpétuée pendant 30 ans par ma mère, qui m'a caché la vérité même à moi. Victoria palit bisevelment. Nathan, nous en avons déjà parlé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Oui, nous avons parlé. Et j'ai passé les dernières semaines à y réfléchir. Nathan ouvrit un dossier devant lui. J'ai demandé aux avocats de l'entreprise de préparer ces documents. Ils sont simples et directs. Il fit glisser une copie vers chaque personne à la table. Je transfère 20% de mes actions de Collins Enterprises à Emily Carter. De plus, je crée un fonds en fiducie pour Lily et Sophie, garantissant leur avenir éducatif et financier. Un murmure se répandit dans la pièce. Davison fut le premier à réagir. Nathan, c'est impulsif. Ces actions représentent une fortune considérable et un pouvoir de vote important dans l'entreprise. J'en suis conscient, répondit Nathan. Je suis également conscient que ma sœur a été privée de son droit d'aînesse pendant 3 décennies. Ce n'est que le premier pas pour corriger cette injustice. Victoria se leva, son calme habituel se brisant enfin. Je ne peux pas faire ça. Pense à l'entreprise, à l'héritage de ton père. Je pense à son héritage, répondit calmement Nathan,
et je décide quelle partie je veux préserver et quelle partie doit être corrigée. Il se tourna vers sa mère. Pendant des années, toi et père avez bâti un empire basé sur les secrets et les sacrifices personnels. Vous avez gagné beaucoup d'argent, mais vous avez perdu beaucoup plus de votre humanité. Je ne suivrai pas le même chemin. Les directeurs commencèrent à exprimer leurs objections, parlant de l'impact sur le cours des actions, la perception du public, l'instabilité potentielle pour l'entreprise. Nathan écouta patiemment, puis reprit la parole. Ma décision est prise. Les documents sont préparés et seront déposés aujourd'hui. Vous pouvez travailler avec moi pour faciliter cette transition, ou je peux trouver une nouvelle équipe de direction. La fermeté de sa voix fit taire même les opposants les plus virulents. Un par un, les directeurs et les avocats commencèrent à quitter la pièce jusqu'à ce que seuls Nathan et Victoria restent. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle, sa voix plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais entendue. « Est-ce pour me punir » Nathan secoua la tête. « Ce n'est pas une question de punition, mère. Il s'agit de faire ce qui est juste, de créer un autre type de famille. Et moi » Victoria Parrott, so Dane Fragile. Ai-je encore une place dans cette nouvelle famille que tu crées? Nathan sentit un conflit en lui. Une partie de lui voulait couper tous les liens avec la femme qui lui avait menti toute sa vie. Mais il se souvint des paroles d'Émilie sur le pardon, sur le choix du chemin le plus difficile. « C'est à toi de décider » répondit-il finalement. « Si tu es prête à connaître Émilie et les filles sincèrement, sans jugement ni manipulation, peut-être qu'il y a un chemin à suivre. » Victoria hocha lentement la tête, des larmes non versées dans les yeux. « Quand puis-je les rencontrer ?»« Quand elles seront prêtes, » répondit Nathan. « Et cela pourrait prendre du temps. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. » Une semaine plus tard, Nathan gara sa voiture devant une élégante maison dans une rue calme de Brooklyn. Ce n'était pas un manoir, mais une maison spacieuse et confortable avec une petite cour avant et un jardin arrière. Parfait pour une famille avec 2 jeunes enfants. Émilie attendait sur le trottoir, l'incrédulité peinte sur son visage alors qu'elle regardait la maison. « Tu plaisantes, n'est-ce pas » demanda-t-elle quand il s'approcha. Nathan Louis tenait un dossier. Acte de propriété, clé, tous les documents nécessaires. La maison est à ton nom. Émilie secoua la tête, visiblement émue. Nathan, c'est trop. D'abord les actions de la société, maintenant ça. Ce n'est pas trop, interrompit-il doucement. C'est ce qui aurait dû être à toi depuis le début. Une juste part de l'héritage Collins. Je ne sais pas quoi dire. Tu accepteras que tu quittes cet appartement exigu et que tu donnes aux filles une cour pour jouer, leur propre chambre, un quartier sûr. Émilie regarda de nouveau la maison, puis son frère. Pourquoi? Pourquoi fais-tu tout ça? Nathan Surratt. Parce que nous sommes de la famille. Parce que Lily et Sophie méritent la stabilité. Et parce que tu mérites un nouveau départ. À ce moment-là, les filles sortirent en courant de la voiture. Sophie s'agrippa immédiatement aux jambes de Nathan tandis que Lily contemplait la maison à les yeux écarquillés. « On va habiter ici. »« Oh, Nathan, demanda Sophia en sautant d'excitation. »« Oui, princesse, c'est ta maison maintenant. » Lily s'approcha prudemment. « Pour toujours. Pour toujours, confirma-t-il en se souvenant de la promesse qu'il avait faite sur la plage. Émilie sourit enfin, cédant à l'émotion du moment. « Tu veux nous faire visiter, ancien propriétaire ?» Alors qu'il montait le chemin, Nathan sentit une calme certitude s'installer dans son cœur. Collins Enterprises continuerait, s'adaptant aux changements qu'il avait mis en branle. Sa mère aurait le temps de réfléchir à ses choix et peut-être un jour de construire des ponts avec la famille qu'elle avait reniée. Quant à lui, il comprenait enfin où se trouvait son véritable héritage. Pas dans les bâtiments portant le nom Collins, pas dans les comptes bancaires ou les actions de société, mais dans les liens qu'il formait avec ces 3 personnes qui étaient entrées dans sa vie si inopinément. En Lily, avec sa sagesse précoce et ses yeux observateurs. En Sophie, avec sa joie contagieuse et ses câlins spontanés. Et en Émilie, la sœur dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin, dont la force et la capacité de pardon l'inspiraient à être une meilleure personne. Alors qu'il regardait les filles courir de pièce en pièce, s'exclamant devant leur nouvelle chambre et la balançoire dans le jardin, Nathan réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle fortune, un endroit où il appartenait vraiment. Une famille construite non pas par obligation ou par le sang seul, mais par choix, par effort, par amour sincère. C'était un nouveau départ pour eux tous.
Un avenir libéré des secrets et des mensonges du passé. Un chemin enraciné dans la confiance qu'ils avaient soigneusement entretenu. Conversation après conversation, moment après moment. Émilie s'approcha de lui alors qu'il regardait les filles explorer le jardin. « Merci », dit-elle simplement, sa voix pleine d'émotion. Pas seulement pour ça, elle fit un geste vers la maison, mais pour ne pas avoir renoncé à nous quand ça aurait été si facile de le faire. Nathan sourit, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Je devrais être celui qui te remercie de m'avoir montré que la famille est bien plus qu'un nom ou un héritage. C'est ici que tu trouves ta maison. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, Nathan sut qu'il avait enfin trouvé son véritable héritage, non pas dans les coffres de l'entreprise ou dans les affaires de son père, mais dans les sourires de ses nièces et l'acceptation de sa sœur. Un héritage qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter et qu'aucun secret du passé ne pourrait jamais détruire.